Quand j'ai commencé, peu de salons existaient. Les tatouages étaient surtout liés à la culture criminelle et aux gangs. Quand je me suis tatoué le cou, des vieilles dames dans le métro me disaient « Oh, tu vas aller en enfer ». Certains artistes peignent, d'autres sculptent. Michael Anderson, lui, utilise la peau humaine. Des rues de Moscou à la scène artistique new-yorkaise, il a fait du tatouage un art majeur, mêlant réalisme, géométrie et surréalisme. Il faut avancer doucement. J'ai l'impression d'avoir fait des erreurs en tentant un portrait réaliste sans expérience. À mes débuts, sans réseaux sociaux, certains mentors disaient « Ton travail est ta carte de visite. Tout ce que tu mets dehors, c'est ta carte de visite. » Je pense que plus tu es ouvert d'esprit et plus tu connais de choses, plus il est facile de t'adapter et de passer de l'un à l'autre. Il crée des œuvres qui racontent des histoires. Chez First Class Tattoo, il a bâti plus qu'un studio. Il a créé un sanctuaire où chaque ligne, ombre et image se transforment. Voici Michael Anderson. Être artiste, c'est observer le monde. Plus tu découvres d'art, meilleures sont tes créations. Si tu gagnes de l'argent, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Je pense que parfois, faire de petits pas, c'est même mieux pour avancer. Sur le long terme, ce sera meilleur. Alors, parle-moi de ce que c'est d'être tatoueur à... Alors parle-moi de ce que c'est d'être tatoueur en Russie. À l'époque où j'ai commencé Make-up, il n'y avait pas beaucoup de salons. Donc il y avait très peu de salons et les tatouages faisaient surtout partie de la culture criminelle. Il y avait beaucoup de gangs impliqués dans les tatouages. C'était la culture des motards. Et je veux dire, il y avait beaucoup de beaux tatouages, mais ce n'était pas reconnu. Ce n'est toujours pas reconnu comme un métier, comme une profession dans le pays. Il n'y a donc pas de code pour ça. Si tu dis être tatoueur, tout le monde te regarde étonné. Et ensuite, ils essaient vraiment de faire appliquer quelque chose. Récemment, ils essaient de le considérer comme un acte médical et de faire passer des certifications aux gens, mais c'est tellement stupide pour le tatouage. C'est comme pourquoi? Quand j'ai commencé, c'était tabou. Je me souviens que il y avait des gens avec des tatouages. Beaucoup de gens ont des tatouages là-bas. Ça, je me souviens d'avoir eu le mien sur le cou en 2008, je crois. Et je me faisais arrêter dans le métro par des vieilles dames. Elles me disaient, «Oh, tu vas aller en enfer.» Et des trucs comme ça, juste sans raison. Tu prends simplement le métro pour aller au travail et quelqu'un vient vers toi et te dit, «C'est quoi ce bordel?» Genre, qui t'a mis ce truc vert sur le cou? Oh, elles disent, «Ah, c'est un tatouage. Waouh.» Alors pourquoi tu l'as fait si ce n'est clairement pas une partie de la culture russe? Enfin, ça l'est, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est comme une contre-culture. Donc, j'ai l'impression, à la façon dont tu le décris, que quand tu as commencé à tatouer en Russie, on dirait que la Russie avait peut-être 20 ans de retard sur les États-Unis en termes de culture du tatouage. Probablement, oui. Alors la question, c'est d'où vient la passion pour le tatouage quand tu sais ce avec quoi tu as grandi, c'était les gangs et toutes ces autres choses qui étaient un peu associées au tatouage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette industrie et d'y construire une carrière? Donc, après l'école, je suis allé à l'université étudier le design graphique et nous avions de nombreux cours d'art. Mais je traînais aussi avec des gens. Ils faisaient de la moto et on était dans tout ça. Du heavy metal, la culture rock. Mais j'étais jeune, mais c'était quelque chose. Je ne sais pas. Ma famille était très stricte. Je me rappelle avoir eu mon premier piercing à l'oreille en rentrant chez moi. Ma mère a tout de suite vu quand je suis rentré à la maison. C'était probablement en troisième au collège. Et elle m'a dit, très bien, si tu ne l'enlèves pas, tu peux rester dehors. Elle a fait mes affaires. Ensuite, elle l'a mis dehors et elle m'a dit, tu dois l'enlever. Mais j'ai dit, mais les autres personnes, les autres gars à mon école l'ont. Pourquoi je ne peux pas l'avoir? Mais elle a dit, non, tu ne peux pas avoir les cheveux plus longs que ça. Tu ne peux pas avoir de piercing. Tu as fait exactement le contraire de tout ce que tes parents voulaient. Est-ce que tu trouves que quand tu vas à l'école de design graphique, il y a des choses que tu as vraiment apprises à l'école qui t'aident vraiment beaucoup dans ton travail? As-tu dû oublier beaucoup de choses pour devenir un bon artiste? Donc en fait, on a eu des cours comme le marketing et pas mal de choses liées au business, mais c'était à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc
On a appris des choses qui ne s'appliquent plus aujourd'hui, peu importe ce qu'on fait. Mais je pense qu'en général, une fois que si l'école est bonne ou si la fac est bonne, si tu apprends différents aspects de différentes fucking choses, je pense que plus tu es ouvert d'esprit et plus tu connais de choses, plus c'est facile de s'adapter et de passer de l'un à l'autre. Parce que si t'enseignes, il y en a juste une seule chose, quoi, standard, et que c'est tout ce que tu sais, alors quand les choses ne fonctionnent plus, tu restes bloqué parce que tu ne peux pas adapter ton esprit à autre chose. Je pense que c'est ça le problème. Mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui ou en général, tu dois apprendre par toi-même, de ton propre chef. Tu dois trouver ce qui t'inspire, qui t'inspire. Et comme je le dis toujours, j'ai même un livre, mais c'est en fait drôle. Je n'y ai jamais vraiment pensé, mais je sais toujours dans ma tête que la meilleure façon d'apprendre quelque chose que quelqu'un a fait, c'est simplement de copier. Et j'ai toujours dit que les maîtres, comme Caravage et d'autres, faisaient copier leurs œuvres ou des parties de leurs œuvres à leurs apprentis encore et encore pour qu'ils puissent comprendre comment ils l'avaient fait et l'apprendre. Une fois cette base acquise, mais ils peuvent agir seuls. C'est comme ça que tu as appris. Non, mais en général, je pense que ça s'applique vraiment à beaucoup de choses. Je dis à mes apprentis, si tu as quelqu'un que tu admires vraiment en tant qu'artiste, je leur dis, prends une œuvre et essaie juste de la reproduire exactement pareil. Je veux dire, tu peux d'abord décalquer, puis tu peux essayer de mettre une feuille dessus et essayer de la copier sans décalquer. Et une fois que tu le fais, tu comprends, tu te mets à penser à ce qu'ils ont pensé quand ils l'ont créé. Et tu vois les lignes, tu vois comment ils essaient d'équilibrer les choses, et ça s'imprime un peu dans ton cerveau. Et plus t'en fais, plus tu comprends ce style ou comment ils l'ont fait. Je pense que c'est une bonne chose. Et c'est pareil avec tout, la vidéo, la photographie, trouve qui aime, admire et inspire-toi. Puis essaie de copier et de comprendre comment et pourquoi ils l'ont fait. C'est, je pense, une bonne chose. C'est tellement intéressant quand il s'agit de créativité parce que la première fois que tu fais quelque chose de créatif, peu importe à quel point tu es passionné par ça, ça va toujours être nul. Oui, ce sera toujours nul. Que tu sois graphiste, que tu crées du contenu vidéo, ce qui est un peu mon univers, ou que tu écrives, ou que tu dessines réellement sur la peau de quelqu'un. La première fois, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu peux me dire si ta première version en tant que tatoueur était nulle? C'est impardonnable, mais pour beaucoup de créatifs, la première version est rarement bonne. Et la seule façon de devenir excellent, c'est simplement de le refaire encore et encore et encore et encore. Mais tu as soulevé un bon point, et que quand tu dessines sur la peau de quelqu'un, tu ne peux pas vraiment recommencer. Alors, comment trouves-tu la confiance en tant que tatoueur pour te dire, d'accord, je ne vais pas seulement tracer et dessiner sur du papier, je vais prendre mes compétences et je vais vraiment dessiner sur la peau de quelqu'un ce qui va rester avec lui pour le reste de sa vie. Tu te souviens de ton tout premier tatouage? Oui, je m'en souviens. Eh bien, je savais dans ma tête que je ne pouvais rien faire de compliqué. Alors j'ai commencé et j'ai forcé mes apprentis à faire de même. J'ai commencé à utiliser uniquement du noir en sachant que je pouvais remplir avec du noir. Donc au début, ben, pour n'importe quel motif, je faisais un contour noir et je m'assurais de pouvoir remplir l'intérieur des lignes avec du noir aussi. C'était donc des symboles ou objets petits, mais pas trop, sinon on risque de rater les lignes et qu'elles soient de travers. Mais c'était surtout des symboles noirs que tu peux faire en contour, puis remplir avec du noir. Et puis si les contours sont de travers, ben, tu peux juste corriger un peu les lignes. Donc je faisais ça pendant un moment, jusqu'à ce que je passe à autre chose. Et j'ai aussi fait un peu plus de traditionnel ou de japonais pendant un moment parce que tu fais juste des lignes et les motifs sont assez audacieux et grands. Donc c'est plus facile que de faire quelque chose de complexe et compliqué. Mais oui, je veux dire, il faut y aller doucement parce que je pense que j'ai fait des erreurs quand j'essayais de me lancer dans quelque chose comme faire un portrait réaliste alors que je n'en avais jamais fait. Comme le visage de quelqu'un. Oui, oui. Et nous voyons tous ces images devenir des mèmes sur les réseaux sociaux. Oui, mais ça, c'était avant les réseaux sociaux. En fait, j'ai un portrait sur ma jambe que j'ai enlevé au laser. Dans le salon, le gars m'a dit je n'ai jamais fait de portrait, alors qu'il réalisait déjà des œuvres réalistes.
comme des roses ou des animaux. Il m'a demandé, je peux m'entraîner sur toi dans un salon de tatouage, tu te dis, pourquoi pas? Idée stupide. Mais je veux dire, maintenant, Dieu merci, on a de la peau synthétique et de la fausse peau sur lesquelles tu peux vraiment t'entraîner, ce qui ne donne pas exactement la même sensation que la peau humaine, mais tu peux t'exercer dessus et tu peux comprendre ta façon d'aborder les choses et ta technique. Et ensuite, tu peux tatouer sur la peau, sur une vraie peau humaine. Avec un apprenti, je le fais d'abord tatouer sur de la peau synthétique. Si c'est compliqué, ils peuvent t'y habituer progressivement. Mais oui, c'est un truc compliqué parce que quand j'ai commencé, quand tu essayes de faire quelque chose de différent, et j'ai l'impression que j'ai été reconnu sur les réseaux sociaux quand j'ai fait quelque chose de différent avec le tatouage, parce que je me suis dit, oh, laisse-moi vraiment faire de l'aquarelle sur la peau. Et ça a attiré de l'attention, beaucoup d'attention quand j'ai posté sur les réseaux sociaux, parce que c'était différent de ce que faisaient la plupart des gens. Et je me suis dit, oh, je peux faire toutes ces coulures et ces éclaboussures comme couleurs parce que avant le tatouage, c'était comme ce que j'ai, ça devait être des lignes noires et des choses structurées, tu vois. Donc tu peux voir ce que c'est. Mais mettre la couleur qui sort des lignes et qui forme une coulure ou une sorte de lavis, comme on fait sur du papier aquarelle, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Il y en avait très peu, peut-être deux ou trois personnes. Et quand je me suis dit, laisse-moi essayer quelque chose, donc c'était effrayant, tu essaies de faire quelque chose de différent. Mais quand tu le fais et que tu le publies sur les réseaux sociaux, ça attire beaucoup d'attention et tu reçois beaucoup d'attention. Les gens sont là, waouh, parce que c'est différent. Comment tu savais? Alors, ramène-moi au moment où tu débutes à Moscou et que c'est encore un peu tabou, mais évidemment, tu aimes ce que tu fais. Comment as-tu compris que le tatouage était ta vocation et que tu voulais en faire ta carrière? Y a-t-il eu un moment décisif? Cela s'est fait progressivement? C'était le cas? Tu es venu aux États-Unis? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, c'est ce que je veux faire toute ma vie, j'en suis vraiment passionné? Et je suppose que c'était difficile au début de gagner de l'argent. Je ne pense pas qu'il y avait d'argent au début. Vraiment difficile pendant quelques années. En fait, je pense que je gagnais plus d'argent quand je faisais du graphisme et j'ai aussi fait du graphisme en freelance. Je gagnais beaucoup car chaque projet, comme un site web ou une identité visuelle, rapportait environ 1 000 euros. Et les tatouages, quand tu as commencé et qu'il n'y avait pas Facebook, Instagram ou les réseaux sociaux, ce n'était pas tu devais faire un tatouage et les gens ne te recommandaient que s'ils le voyaient sur quelqu'un et les gens venaient à toi ou alors il fallait avoir un site web. Et puis tu ne peux pas demander beaucoup car tu débutes. Pendant mes 6 premiers mois de tatouage, je demandais seulement aux clients de payer le matériel. Je faisais quelque chose et leur demandais juste de payer le matériel. Je suis littéralement passé de gagner correctement ma vie à dormir sur un matelas gonflable parce que je ne pouvais pas me permettre grand-chose. Mais je ne sais pas. J'étais vraiment attiré. J'ai côtoyé des tatoueurs à l'époque et j'avais beaucoup d'amis tatoueurs qui tatouaient et j'adorais cette énergie. J'aimais les gens qui faisaient ça. C'était comme si c'était différent du monde de l'entreprise. Oui, mes parents essayaient de me pousser à travailler dans une entreprise ou pour une société et j'ai travaillé pour une société pendant un petit moment. Mais je voulais cette liberté de créer de l'art sur les gens et de traîner avec des personnes intéressantes. Tu vois, parce que c'était toujours dans un salon de tatouage. Toutes sortes de personnes, acteurs, membres de gangs, chauffeurs, politiciens, chacun avec son histoire. C'était vraiment amusant. C'était presque comme un groupe de rock en tournée, avec des gens qui se rassemblent, boivent, jouent à la balle aux prisonniers ou à autre chose, et en même temps font de l'art. Et tout le monde avait des histoires, tout le monde voyageait partout, et je ne sais pas, j'étais juste attiré par ça à l'époque. Je ne savais pas que j'allais faire ça pour le reste de ma vie, je ne sais pas. J'étais vraiment C'était différent et je voulais vraiment vivre dans un salon de tatouage. J'avais l'impression que pendant les premières années où j'ai travaillé dans un salon, j'y étais tous les jours, comme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je voulais juste être entouré de gens. Je voulais voir ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient. Et c'était incroyable, je pense. Et même après la fermeture du salon, quand j'étais ici en Floride, on traînait ensemble, on faisait du skateboard et d'autres trucs. Comme les gens du salon, c'était presque une communauté.
Comment définis-tu un bon travail ou un bon tatouage? Quel est ton critère pour juger de la qualité, en dehors du simple fait que ça ait l'air bien? On a tous vu ces tatouages-là. Mais c'est quoi ta qualité, ta sorte de référence? Je veux dire, je pense que beaucoup d'aspects doivent être bien faits pour que ça vieillisse bien. Ça doit être bien placé et suivre le mouvement du corps parce que chaque endroit est différent. Et par exemple, j'ai certaines parties du bras qui, quand je les torse ou que je les plie, vont déformer tout ce que j'y mets. Donc, si on met un portrait ou quelque chose, il faut le placer de façon à ce qu'il ne soit pas déformé dans un endroit visible. Et il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit que j'ai apprises. Par exemple, si tu tatoues un visage et qu'il y a un côté ombragé et un côté éclairé, c'est pareil pour le bras. Quand le bras est complètement baissé, quand le soleil frappe le bras, il y aura un côté lumineux et un côté ombragé. Tu ne veux pas mettre le côté ombragé d'un portrait du côté lumineux, ni mettre le côté lumineux à l'opposé, parce que chaque fois que quelqu'un va porter le tatouage, la lumière naturelle va toujours l'éclairer de cette façon. Et s'il y a un côté ombragé et un côté lumineux inversé, ça va paraître un peu bizarre. C'est mieux quand le côté ombragé du portrait correspond au côté ombragé du bras. Et c'est comme ça, ce sont des petits détails qui me... Je ne sais pas, je n'y pense pas vraiment, c'est plus naturel pour moi parce que je l'ai fait tellement de fois, mais euh, je n'y réfléchis pas consciemment, mais ces choses-là ont du sens. C'est comme l'art et tout ce qui existe dans le monde, tout obéit à des lois et à la physique, je pense. Ces règles sont-elles universelles dans l'art ou spécifiques au tatouage? Je veux dire, il y a des règles universelles de l'art, comme la théorie des couleurs. Je pense que ça s'applique à la peinture, au tatouage et à plein d'autres choses. Mais pour moi, un tatouage est réussi s'il est bien conçu, bien placé et qu'il va bien vieillir pendant au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Quand tu dis qu'un tatouage vieillit bien, tu veux dire qu'il ne s'efface pas et ne semble pas vieux. Quel âge ont ceux sur tes bras? Ils paraissent en bon état. Tout est assez vieux. Je veux dire, ceux-là ont probablement 8 ans. C'est pas mal pour 8 ans. Ouais, le dernier tatouage que j'ai fait sur ma jambe date de 2020, donc je pense que si un tatouage est bien fait, il devrait vraiment bien vieillir. Et à mon avis, un bon tatouage, c'est quand tu t'approches d'une personne, il doit être beau, mais aussi quand tu t'éloignes, tu dois reconnaître ce que c'est. Genre, si je suis plus loin que toi et que je vois ce que tu as sur le bras, ça ne devrait pas ressembler à un fouillis. Je devrais au moins voir qu'il y a une certaine harmonie ou ce que c'est. Voilà, pour moi, c'est ça un bon tatouage. Quand je regardais certains de tes anciens travaux, tu avais un test pour la qualité et je suis curieux de savoir si c'est toujours valable parce que tu avais mentionné que si tu enlèves la couleur et que ça fonctionne toujours en noir et blanc, alors c'est un très bon indicateur d'un bon tatouage. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, surtout pour les tatouages en couleur. Je pense qu'un tatouage en couleur doit avoir des valeurs parce que beaucoup de gens vont tatouer toutes ces couleurs, même si c'est une fleur, par exemple. Ils vont mettre plein de couleurs, mais il n'y a pas assez de contraste. Donc, il n'y a pas assez de noir, ou même il n'est pas obligé d'y avoir du noir. J'ai une rose tatouée sur moi et le gars n'a pas utilisé de noir du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais la théorie des couleurs et l'équilibre des couleurs fonctionnent tellement bien qu'il y a assez de tons clairs et de tons foncés. Je pense que pour n'importe quel tatouage, surtout les tatouages en couleur noir et blanc, tu vois, ce sont des valeurs qui vont du noir à ta peau. Beaucoup de tatoueurs qui font du noir et gris utilisent la peau comme ton le plus clair et le noir comme ton le plus foncé. Donc ils utilisent la peau pour les tons clairs. C'est ce contraste-là. Mais quand les gens tatouent en couleur, certains leur rendent ça un peu brouillon parce que si tu le passes en noir et blanc, il y a beaucoup de tons gris identiques dans les couleurs sans assez de valeur. Donc si tu le passes en noir et blanc, ça ressemble presque à comme un papier terne posé dessus. C'est presque comme quand tu as un tapis. C'est tous les mêmes tons, mais ce sont des couleurs différentes. Il y aura du rouge, du bleu ou autre chose, mais tout est pareil et il n'y a tout simplement pas assez de contraste. Donc, à mon avis, c'est un indicateur d'un mauvais tatouage. Parce que si tu regardes un tatouage traditionnel, la peau est laissée comme ton clair, et même si c'est une couleur vive, il y a toujours de la peau entre le trait et la couleur. Le contraste aussi. Oui, donc ça donne ce contraste énorme entre la couleur et la peau,
Mais beaucoup de gens, quand ils font du réalisme ou quelque chose avec des couleurs, ils n'ont pas ça en tête. Ils ne gardent pas à l'esprit de conserver ces valeurs. Il faut penser comme un designer. J'aime bien mettre un dessin et le regarder dans un miroir pour le voir inversé. Comme ça, je peux voir les problèmes quand le design est déséquilibré parce que quand tu le vois avec tes yeux, à force de travailler dessus, tu t'habitues tellement à ce que tu vois que si tu vas devant le miroir, ça l'inverse. Ça t'oblige à le voir différemment. Ça force à voir autrement, que c'était très intéressant. Je regardais des photographes, peut-être Cartier-Bresson ou similaires. Une personne très connue examinait le portfolio d'un gars. Celui-ci expliquait qu'il avait apporté des photos que l'autre a aussitôt mises à l'envers pour les regarder. Quand il a demandé pourquoi, il a répondu: Je regarde juste la lumière et l'équilibre des formes. Je ne regarde pas la photo de façon normale, mais je veux voir si toute la composition est équilibrée même à l'envers. C'est comme tromper tes yeux quand tu mets quelque chose ou tu dessines quelque chose sur du papier, puis tu vas devant un miroir, tu le mets devant le miroir et tu le regardes, et là tu verras des erreurs, des lignes directionnelles, des lignes diagonales ou un déséquilibre, comme parfois s'il y a trop de choses d'un côté tu dois équilibrer d'une manière opposée pour qu'il y ait une sorte de contrepoids dans les choses. Et c'est tellement intéressant, donc ce que tu décris, ben, je l'ai aussi vécu, mais dans un contexte différent. C'est un peu comme quand tu es créatif et que tu passes trop de temps sur une œuvre, et moi j'écris beaucoup, donc parfois j'ai remarqué que quand j'écris, disons sur mon ordinateur portable, et que je veux publier un texte, je ne sais pas si c'est similaire ou différent, peut-être que c'est le même mécanisme dans le cerveau, mais je vais en fait le lire sur un autre écran, ou sur un téléphone, ou ailleurs, ou je vais le lire le lendemain. Je vais le lire ailleurs pour pouvoir vraiment faire attention aux choses. Que pour une raison quelconque, quand je crée la première version, c'est comme si ton cerveau était entraîné à passer à côté des problèmes. Mais si tu trouves un moyen de le consommer autrement, en le mettant dans un miroir, en le retournant à l'envers, en te l'envoyant à toi-même, pour moi, lire un texte sur un téléphone au lieu d'un ordinateur portable, tout à coup, ton cerveau voit tous ces problèmes pour la première fois, alors qu'ils étaient toujours là, tu ne pouvais juste pas les voir. Donc je pense que c'était quelque chose d'intéressant en tant que créatif, parce que tu t'impliques tellement dans ton travail, et je pense qu'il doit y avoir une raison psychologique pour laquelle ton cerveau passe à côté de ses défauts, alors que tu les regardes en face, parce que tu devrais les voir, mais tu ne les vois pas, et c'est une façon de forcer la reconnaissance des défauts dans le travail. Je pense que c'est pareil. Ce que tu as dit, c'est la même chose dans l'art. Et je pense qu'en fait, on s'habitue simplement. Si on le voyait pour la première fois et qu'il y avait des erreurs, ça nous dérangerait. Mais si tu le donnes à quelqu'un d'autre et qu'il le lit, s'il est professionnel dans ce domaine, ça va le déranger. Par exemple, j'ai eu des gens dans l'atelier qui travaillent avec moi, surtout ceux qui ont fait leur apprentissage avec moi. Ils faisaient un dessin et ils étaient un peu bloqués sur quelque chose. Alors ils me l'apportaient et moi, en le regardant rapidement, je voyais tout de suite toutes les erreurs. Je leur disais juste: déplace ça un peu vers la gauche, agrandis un peu ça. Oui, ce que tu as dit, je pense que c'est exactement pareil que quand tu tapes sur un ordinateur portable, puis tu le mets sur un téléphone et tu le lis sur ton téléphone ou dans un autre environnement, tu commences à voir d'autres erreurs ou d'autres choses. Qu'est-ce que tu étudies? Parce que tu as mentionné que tu étudies des peintres, pas des peintres modernes, tu étudies des peintres de la Renaissance, de l'art traditionnel. Qu'est-ce que tu étudies qui t'influence, qui t'apprend des choses et pourquoi? Comme peintre ou Je suppose, alors dis-moi, tu étudies les peintres classiques ou l'art de la Renaissance? Est-ce que tu étudies d'autres tatoueurs? Par exemple, qui est ton, je dirais, mentor, qui ne sait même pas que tu existes? Qui est la personne que tu étudies? j'ai quelques tatoueurs préférés que je regarde souvent. Peut-être qu'ils savent que tu existes. Ouais, ouais. Et je pense que dans mon monde, le truc c'est que si tu veux voir comment quelqu'un travaille, il suffit d'aller te faire tatouer par lui. C'est comme, c'est la chose la plus simple. C'est sûrement pareil pour toi. Si tu veux apprendre comment quelqu'un fait un podcast, il suffit d'y aller Et de te lever dans un... podcast avec eux et tu verras l'installation précise, leur demande et leur approche.
Ce sera sûrement cher, mais ce sera la leçon la plus rapide pour toi, car tu n'auras pas à tout comprendre par essai et erreur. Tu vas voir quelqu'un qui est établi et très bon dans son style, et je te garantis qu'ils ont fait la même chose. Comme je connais des gens qui sont au sommet, bon, ils traînent généralement avec d'autres personnes au sommet, et ils traînent souvent avec des gens ou traînaient ensemble avant, ou ont grandi ensemble, ou autre chose, qui font les choses vraiment bien dans leur style. C'est comme ça. Entoure-toi de ces personnes, car vouloir tout comprendre seul te prendrait des années. Et je pense que c'est la façon la plus simple. Mais j'étudie beaucoup de choses différentes et j'aime être diversifié. Je ne veux pas rester coincé uniquement dans l'art. Et en fait, j'ai étudié l'histoire de l'art à l'université et j'ai dû passer un examen dessus, c'est probablement sur les peintures d'icônes. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans les peintures classiques, nous avons la perspective et nous devons suivre la perspective. Dans les peintures d'icônes, la perspective va vers vous, vers le spectateur, dans son plexus solaire. Donc, les peintures d'icônes, qui sont apparues après toutes ces peintures rupestres, quand les gens ont commencé à peindre des sujets religieux, la perspective de la peinture entre en vous, car vous en êtes le centre. C'est très intéressant. Peu de gens en parlent, mais c'est ainsi. Pouvez-vous expliquer? Je veux comprendre. Que voulez-vous dire? Perspective. Une fois que vous dessinez un cube, n'est-ce pas? Oui. Les lignes qui sont les côtés du cube, elles vont et elles se rejoignent en perspective parce que les choses, plus elles sont loin, plus elles sont petites et elles vont comme ça. Mais quand il y a des icônes comme des saints ou autre chose, si tu regardes la perspective, leur perspective va vers le centre de toi, comme s'ils pensaient que c'est le plexus solaire, le centre de l'univers. Donc tout converge vers toi. Intéressant. Ouais, pas beaucoup de gens en parlent, non, mais j'ai dû étudier l'art classique. C'est passé par différentes phases de l'art moderne au pop art et tout ça et savoir exactement. C'était à cette époque, cette idée-là. Non, désolé, je ne parlais pas de tes études, mais de cette idée précise. Il s'agirait de peintures de rois, chefs religieux ou similaires ayant cette perspective particulière. Oui, la perspective vient vers toi. C'est quelque chose d'intéressant. Mais ensuite, il passe à la façon dont il voit le monde. Il passerait à la perspective au fur et à mesure, comme nous la voyons avec les yeux. Donc tu continues. Je veux dire, mais quand tu étudies ça, quand tu dis, tout d'abord, je pense que l'histoire de l'art est fascinante. Je ne sais pas à quel point, je n'y connais pas grand-chose comparé à toi, évidemment. Mais quand tu étudies ça, est-ce que ça influence ta façon de travailler? Est-ce que certains de ces thèmes se retrouvent vraiment dans le monde moderne ou pas? Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que je sois allé aussi loin. Mais j'ai déjà écouté ou regardé des séminaires de peintres à l'huile contemporain quand ils décrivent certaines choses. Par exemple, s'ils prennent une peinture de la Renaissance et qu'ils la mettent simplement dans Photoshop, et c'est pareil avec ce noir et blanc dont je parle, mais ils mettraient la peinture en noir et blanc, puis ils pousseraient le contraste au maximum, n'est-ce pas? Et il dirait, et regardez la forme de la lumière en cadre, tout est lumineux et connecté. Et l'obscurité est presque entièrement connectée aussi. Donc si vous poussez ça, donc certaines choses, une fois que tu étudies, tu commences à comprendre comment fonctionne le contraste, comment fonctionne la lumière et des choses comme ça. Ça aide vraiment pour le tatouage et le tatouage moderne, même dans n'importe quel style, je pense. Tu penses ça? D'accord. Donc maintenant, on avance rapidement. On parlait de tout ça pour l'enregistrement de Repressed. Donc maintenant, il y a tellement d'outils d'intelligence artificielle qui t'aident à ta créer, non? Oui. L'un des problèmes des outils d'intelligence artificielle, c'est que pour un graphiste, cela pourrait théoriquement remplacer son travail. Mais j'ai fait la remarque que pour un tatoueur, je ne pense pas que ça va remplacer ton travail de sitôt, à moins qu'il existe un appareil automatisé capable de dessiner de l'art sur un corps humain sans qu'un humain tienne le stylo ou la... Mais je pense que le problème le plus important, c'est la quantité de connaissances que tu as. Je pense que les jeunes artistes vont externaliser une grande partie de cet apprentissage aux outils d'intelligence artificielle. Je n'aime pas ça. Par exemple, si quelqu'un veut un tatouage, est-ce que tu vois un jeune artiste aller sur un chat GPT pour demander un dessin? Ils le font probablement.
Et puis, oui, tu peux reproduire ce dessin, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment pourquoi ce dessin est bon? Je ne pense pas qu'en faisant ça, ils sauront même une fraction de ce que tu viens de me dire. Je pense que l'artiste devrait connaître les bases, l'histoire de l'art, la composition et comment fonctionne la lumière. Parce que moi, en fait, on fait du détatouage dans le salon et je viens juste d'avoir... C'était assez drôle. Le gars est venu, il venait juste de se faire tatouer et c'était un scorpion qui était probablement généré par une intelligence artificielle. Et depuis environ 6 mois à 1 an, les gens apportent des images générées par intelligence artificielle comme modèle pour se faire tatouer. Parce qu'ils ne vont pas sur Google pour chercher je veux un scorpion et trouver une photo de scorpion. Ils tapent dans ChatGPT tatouage de scorpion et ChatGPT le génère. Mais parfois, il le fait de façon irréaliste. Donc, le gars est venu chez un artiste avec l'image, ils l'ont tatoué. C'était probablement fait par une intelligence artificielle et une pince est différente de l'autre sur l'image. Ensuite, le gars s'est fait tatouer, c'était super propre, super joli. Puis il est rentré chez lui. Il a regardé, il a commencé à chercher sur Google et il n'a pas trouvé exactement le même scorpion. Il s'est dit, je n'ai jamais vu de scorpion comme ça. Il est revenu et il a dit, hey, je me suis fait tatouer hier, ce n'était pas dans votre salon. Je sais que vous faites du laser. Est-ce qu'on peut juste enlever cette pince au laser? Donc, oui, c'est ça. Mais le tatoueur, quand même, est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité? Peut-être que tu vas dire, si le client vient avec un dessin, on fait juste ce que le client veut. Mais il doit quand même y avoir une responsabilité du tatoueur de dire, d'accord, peut-être que ce n'est pas le meilleur design. Oui, cela devrait être la responsabilité de tous. De mon point de vue, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et ce que certains mentors m'ont appris, ce que j'ai eu, c'est qu'ils disaient, ton travail, c'est ta carte de visite. Tu tatoues quelqu'un, si je me promène et que tu vois ça et que tu te dis, oh mon Dieu, c'est incroyable, tu vas demander, hé, qui l'a fait? Et en fait, je prenais l'avion pour venir ici et j'ai vu une femme à l'aéroport avec un tatouage. Et je savais qui avait fait le tatouage parce que certains styles sont reconnaissables et certaines personnes, ben, elles font des choses spécifiques. Je savais qui avait fait la manchette et la fille avait déjà travaillé pour moi. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas interagi, mais tu y vas surtout maintenant. Quand il fait chaud, tu sors et vois quelque chose d'incroyable. Tu te demandes qui a fait ça. Même sans vouloir ce tatouage, il attire l'attention. Donc, je pense que tout ce que tu montres, surtout les tatouages, parce que c'est difficile à effacer, c'est ta carte de visite et ma carte de visite. Et si quelqu'un vient et dit, et c'est une image générée par intelligence artificielle, ou surtout avec l'intelligence artificielle, elle a des problèmes avec les mains, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours le cas. Sextoys? Donc, si quelqu'un vient avec l'image et je veux dire, si je la mets sur quelqu'un, même si la personne l'aime, qu'est-ce qui se passe si d'autres personnes s'en moquent et puis la personne finit par avoir un traumatisme, tu vois, et à cause de ce que j'ai fait sur elle, Est-ce que tu refuses des gens? non, j'essaie de suggérer de faire quelque chose de différent. Je pense que ça devrait être... un tatoueur devrait être très bon en psychologie et il devrait très bien s'entendre avec les clients, essayer de les mettre à l'aise et de comprendre s'il y a quelque chose qui doit être plus grand ou s'il y a quelque chose à changer. Hum, je pense que le client devrait voir cette perspective et les tatoueurs devraient prendre le temps de leur montrer ou d'avoir des exemples et de montrer genre, et ça ne va pas marcher parce que ce que vous voyez en ligne, surtout maintenant avec tous ces outils de retouche, Photoshop et tout le reste, ce n'est parfois pas la même chose que ce que vous voyez en vrai. Donc beaucoup de gens devraient faire attention de nos jours parce que les choses sont modifiées. Et puis j'ai vu des tatoueurs poster même des œuvres qui n'ont jamais été faites et ils balancent juste un portrait de Mike Tyson et ChatGPT le met là. Peux-tu faire ça en tatouage? ChatGPT génère l'image et ensuite il la poste sur leurs réseaux sociaux en disant et je viens de tatouer ça. Et ça a l'air réel, à moins de zoomer et de ne pas voir les lignes. C'est trop réel pour être vrai. Oui, comme le tatouage. C'est juste faux. Oui, c'est faux, mais depuis que tout a commencé avec l'intelligence artificielle, certaines personnes continuent de le faire et elles gagnent des clients grâce à ça. Mais j'ai l'impression que plus ça continue, plus de gens commencent à s'en rendre compte et ils commencent à faire des recherches parce qu'il y a des choses comme Reddit et toutes sortes de trucs.
quand les gens publient des choses réelles et plus il y a d'informations où je ferai confiance à quelqu'un, comme je l'ai dit. Par exemple, je vais à la salle de sport et je vois le tatouage de quelqu'un et je me dis waouh, et il est cicatrisé et je me dis waouh, je veux un tatouage comme ça. C'est la personne vers qui j'irai parce que je sais, j'ai vu quelque chose que j'aime et je veux quelque chose de similaire au lieu d'aller sur l'Instagram de quelqu'un et de voir toutes ces photos de tatouage. Mais ils peuvent aussi utiliser Photoshop ou des outils d'intelligence artificielle générative pour retoucher et faire toutes sortes de choses dessus. Ce que je pense, c'est que ça va devenir de plus en plus comme ça, mais je veux dire, l'intelligence artificielle, pour être honnête avec toi, c'est un excellent outil. Je trouve que ça aide à gagner du temps pendant la recherche. Donc parfois, tu dois assembler différentes choses et le client arrive avec un concept énorme et au lieu de faire ta propre recherche et de chercher des éléments historiques. J'ai eu un client qui est venu, il m'a dit qu'il voulait une bataille pour laquelle il n'y a ni photo ni dessin, une bataille entre les Irlandais et les Allemands, genre pendant la Première Guerre mondiale, et il n'y a pas de photo, mais il voulait que les Allemands portent ce qu'ils portaient pendant la Première Guerre mondiale. C'était une petite partie quelque part où ils se sont battus, pareil pour les Irlandais, et j'ai juste mis ça dans l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle m'a aidé à générer et à faire des recherches certaines choses, c'est pareil pour créer un concept. Si tu dis que certaines personnes vont venir et dire, hey, je veux un truc comme un mélange, comme une raie manta flottant dans l'espace, ou peu importe, je veux dire, je peux le faire moi-même, là, j'ai déjà fait des choses comme ça, mais je dis juste que pour les gens qui ont du mal à le visualiser, ou si tu as une idée mais que tu as du mal, tu peux taper dans Midjourney et dans différentes versions et voir ce que ça génère. Et j'ai vu des photographes le faire pour des concepts. Ils disent pas juste, hey, je veux une photo d'une belle femme comme une peinture de la Renaissance, debout devant un château, avec ceci, 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 et cette robe jaune, et la robe qui flotte. Ils mettent tous ces tags et ça crée le concept avec la lumière. Donc même si tu n'aimes pas la lumière, mais tu peux prendre le concept et ensuite aller voir un costumier et dire, hey, peux-tu me faire quelque chose de similaire, inspiré de ça comme robe? Et ensuite, tu cherches des lieux, tu commences à chercher et tu cherches une lumière similaire, inspirée de ça. Et puis tu crées la tienne. Tu n'es pas obligé de copier quoi que ce soit que l'intelligence artificielle génère, mais ça aide. C'est un... Outil. Et c'est pareil avec le marketing, je pense, que tu peux... J'étais dans un avion, je vois des gens taper, genre, quel est je ne sais pas, là, le gars faisait du business et il tapait quels sont les États là, avec le plus de chômage et il met tout ça ensemble en utilisant l'intelligence artificielle super rapidement pour son entreprise. Et je me disais, eh ben, faire des recherches soi-même avec Google et lire des articles, c'est plus difficile. Alors que là, tu tapes et ça, NetSuite, c'était maintenant un partenaire à succès. Alors quel est l'avenir pour les entreprises? Si tu demandes à 9 experts, tu auras 10 réponses. Quand as-tu commencé à gagner de l'argent? Et aussi, qu'est-ce qui t'a différencié ou qu'est-ce que tu as fait qui t'a permis de gagner beaucoup plus d'argent dans le tatouage que l'artiste moyen? donc je pense qu'après environ 1 an et demi, j'ai commencé à gagner un peu d'argent De l'argent, Moscou? à Moscou. Oui, probablement environ 2 ans où je pouvais payer mes factures et mettre de l'argent de côté. Et il n'y avait toujours pas de réseaux sociaux. Mais je voulais dépenser de l'argent pour voyager. C'était mon plus grand objectif parce que je pense qu'en tant qu'artiste, il faut voir le monde, il faut vivre des expériences. Et plus comme je l'ai dit, plus tu es passionné, plus tu découvres d'art et rencontres des personnes de divers pays, meilleures sont tes créations. Je travaillais donc pour économiser et voyager ou visiter d'autres boutiques afin d'apprendre. Vivre autant que possible. C'était mon principal objectif. Et puis j'ai l'impression que j'ai commencé à gagner une somme d'argent décente quand j'ai déménagé de Floride à New York. En fait, parce que New York a été un tournant. Quand j'ai déménagé à New York, Instagram est devenu une chose et les gens ont commencé à utiliser Instagram pour publier leur portfolio et construire leur clientèle. Et c'était en gros le tout début. Mais je me souviens de quelques fois quand j'ai été repartagé par de grands médias et que je gagnais genre 10 000 abonnés du jour au lendemain juste pour un tatouage que j'avais fait. C'était fou.
J'ai fait quelque chose de différent, quelqu'un l'a repartagé et tout d'un coup, ma boîte mail était pleine. Je recevais 10, 15 mails du jour au lendemain en une journée et c'était comme une boule de neige, tu vois. Une fois que tu fais quelque chose de différent, une fois que tu atteins un certain point, tout d'un coup, tu as toutes ces réservations. Parce que quand j'étais ici en Floride, euh, Donc, tu es allé à Moscou, puis en Floride d'abord. C'était le premier endroit où tu es arrivé après. que je veux dire, gars, j'étais d'abord à New York. Pour moi, quand j'ai commencé à voyager, j'allais beaucoup en Europe. Je suis allé tellement de fois en Europe, dans différents pays, Bien sûr, mais sans y vivre. pas y vivre. Je suis resté en Allemagne pendant environ 3 mois, mais j'avais des amis là-bas. Je suis allé en Espagne, en Finlande, en Suède, en Norvège, toutes sortes d'endroits. Mais je suis venu à New York d'abord parce que pour moi, c'était comme allons aux États-Unis, achetons du matériel et voyons les boutiques. Je ne voulais pas rester ici, mais je voulais rencontrer d'autres artistes, vivre des expériences et voir comment étaient les boutiques. Parce qu'en Russie, les boutiques étaient très différentes d'ici. Ici, d'ailleurs, il y avait vraiment des boutiques à Vegas ou à Miami. Oh, c'était comme un salon où les gens avaient déjà des iPads comme portfolio, des téléviseurs. Non, c'était comme un stand bien installé. Tu as dit qu'en Russie, ce n'était pas un business. Oui, pour chaque chose, et il y avait des files de gens, mais c'était parce que d'abord, je pense que Miami Inc. a attiré beaucoup d'attention sur ce domaine, et c'était quand c'est passé à la télévision nationale, puis ça a été diffusé dans le monde entier, les gens l'ont vu. Je pense que ça a attiré beaucoup d'attention. Et à l'époque où j'étais en Floride, en fait, Miami était la première ville aux États-Unis, ou peut-être même dans le monde, pour la popularité du tatouage. Vraiment? Oui, Je ne savais pas ça, donc probablement à cause de l'émission, je suppose. à cause de l'émission, et des gens venaient en avion depuis l'Amérique du Sud, on avait des gens qui prenaient l'avion. Quand ils se faisaient tatouer, beaucoup disaient oh mon Dieu, c'est comme dans Miami Inc. Je l'entendais souvent. Quand tu crées quelque chose, et tu sais, moi je regardais l'émission, mais je n'ai pas tout vu parce que je n'avais pas le temps à l'époque. Et quand tu tatoues, ils disent oh, c'est comme s'ils faisaient presque comme dans l'émission. Et c'était tellement intéressant de voir ça. Mais on avait des files d'attente dehors, c'était fou parce que je gagnais genre 1000 $ rien qu'en pourboire à l'époque. Et À ce moment-là, ce n'était pas encore ton propre salon. non, je travaillais pour quelqu'un, mais tu bosses toute la journée et tu travailles dans les salons. C'était ouvert. D'abord, on fermait à une certaine heure, puis ils ont décidé de rester ouvert donc toute la nuit aussi. Et tu étais débordé de clients, tu faisais 6, 7, 10 tatouages par jour et tu continuais. Il y avait des touristes qui venaient, des gens de partout, ce qui a fini par saturer le marché. Mais parce que les gens ont vu l'opportunité, comment c'était, et puis tout le monde a commencé à ouvrir des salons ici. Il y a de l'argent, ouais. Ouais, et puis d'un coup, boum, plus personne n'a de travail, tout le monde se demande ce qui se passe. Mais je pense que New York a été un tournant pour moi quand j'y ai déménagé et quand Instagram est devenu populaire, surtout pour les tatoueurs. C'était un outil presque comme pour les photographes et les tatoueurs. C'est comme un mur où tu mets ton travail et les gens peuvent en somme, faire défiler et voir ce que tu fais. Parce qu'un site web, c'est une chose. Si quelqu'un tape tatoueur à New York, il y a plein de sites qui paient pour les pubs, Google Ads, optimisation pour les moteurs de recherche, tout ça qui ressort. Et même si tu fais un site web et que tu mets les bons mots, tu ne vas pas apparaître dans les 3, 4, 5 premières pages. Personne ne va te trouver. Mais Instagram, c'était genre tu postes et tu peux te faire remarquer juste avec une publication, un travail. Et je me souviens, il y a eu un travail qui m'a vraiment amené beaucoup de clients du jour au lendemain. J'ai commencé à recevoir des mails parce que je faisais quelque chose de différent de ce que les autres faisaient là-bas. Et c'était comme une boule de neige. Ça a commencé et j'ai dû continuer, tu vois. Quand as-tu ouvert ta propre boutique? Donc, c'était First Class Tattoo, c'est ça? Oui, la boutique que j'ai ouverte en 2016, j'y ai travaillé. C'était sur Canal Street. Quand j'ai eu cet endroit, le loyer était moins cher car le quartier était surtout composé de magasins chinois et d'entrepôts. Je voulais un lieu abordable, même sans employés. Si je travaillais seul, je pouvais payer le loyer et gagner de l'argent. C'est pour ça que j'ai pris la boutique là-bas. Mais ensuite, d'autres personnes qui possédaient des immeubles ont vu une opportunité. Ils se sont dit, oh, ce gars a ouvert une boutique et il y a des gens qui viennent, même des gens aisés.
Au lieu d'avoir leur propre magasin en bas, ils se sont dit, je peux louer cet espace à quelqu'un d'autre, et ils ont commencé à louer des espaces. C'est presque gentrifié, Tu as lancé la gentrification de Canal Street. oui, à peu près. Donc maintenant, ce quartier est tellement différent que les gens qui y vivent, ils savent de quoi je parle. Les gens qui viennent d'emménager ou qui ne sont jamais allés dans ce quartier, eux, non, ils ne diraient probablement pas. J'ai été parmi les premières entreprises, man. Ils ont changé le lieu et construit un hôtel. Là se trouvait la première banque chinoise. Et c'est le Nine Orchard. Mais pendant les 5 ou 6 premières années, c'était encore en construction. Il y avait plein de choses là-bas. Mais maintenant, c'est un hôtel ouvert. Et il y a beaucoup de célébrités qui viennent là-bas. Et il y a partout des voitures noires et des SUV tout autour. Parce que, par exemple, je tombe sur Kylie Jenner, je croise Jared Leto, il séjourne à l'hôtel. Ce ne sont que des célébrités qui séjournent là-bas. Et c'est littéralement juste à côté de chez nous. Littéralement à côté. C'est trop drôle. Donc tu étais la première boutique et ensuite tout était prêt à changer. Et c'est devenu comme les gens voyaient une opportunité. Ils ouvraient un café ici, un café là-bas. Je crois que 4 cafés ont ouvert ces 10 dernières années, littéralement. Et ça attire plein de monde là-bas. Et les gens commencent à louer des espaces. Et Tout cela est bénéfique pour tout le monde? toute la rue Orchard, quand tu marchais depuis ma boutique avant 2020, c'était que des petites boutiques un peu pourries et sales. Parce que tout le quartier avant était juif, genre des juifs hassidiques en étaient propriétaires et puis ils ont vu une opportunité. J'ai même eu des gens, genre des hassidiques, qui venaient me voir et me disaient, Hey, tu veux ouvrir un autre magasin? On voit à quel point tu réussis. Ils voulaient presque me vendre un immeuble là-bas. Sur Orchard Street, ils m'ont proposé un immeuble à 1 million de dollars. Tu peux mettre ce que tu veux là-bas parce que pour eux, ils avaient leur propre magasin et ils louaient des appartements, mais c'est beaucoup de travail. Oui, mais une fois qu'ils se le louent à quelqu'un, tu dois t'occuper de l'espace, tu dois gérer tout l'entretien et tu attires aussi beaucoup plus de monde, alors que eux n'ont rien à faire. Ils gagnent juste de l'argent, donc ils voulaient des choses qui marchent bien. Ces 4 ou 5 dernières années, tout est devenu un domaine totalement différent. Et j'ai l'impression que moi et peut-être les gens de cet hôtel l'ont remarqué. Et le loyer est moins cher parce que le Lower East Side a toujours eu des loyers plus chers. J'ai cherché des choses là-bas. Et quand j'y suis allé, je me suis dit, il commençait à 10 000 dollars et plus il y a 10 ans. C'était 10 000 dollars pour un petit espace et ça augmentait encore. Combien ça coûte maintenant? Je ne sais pas, dans la zone où j'avais le magasin, c'était à partir de 5 000 et plus. C'était bien moins cher, mais personne ne louait car il n'y avait rien autour. Quand j'ai signé le bail la première fois, je partais chercher un café ou un thé dans un magasin. Une enseigne en chinois était là. Je suis entré et demandé si je pouvais avoir ça, mais ils ont insisté, non, 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 parlez anglais. Non, j'étais d'accord, c'était pareil partout, mais maintenant le quartier soit a totalement changé. Mais les gens qui vivent là-bas sauraient de quoi je parle. Je pense que parfois, quand tu réussis, les gens voient différentes classes et personnes arriver et se disent ah, ouais, qu'on pourrait ouvrir des commerces là aussi. Donc, pour donner une idée à ceux qui écoutent, encore une fois, on parle beaucoup évidemment de tatouage et de l'industrie du tatouage. Mais en tant qu'entrepreneur, combien d'années as-tu passé avant de vraiment commencer à construire ton propre projet? Tu as déjà fait le calcul. Combien d'années as-tu passé à travailler, à perfectionner ton art, à t'entraîner avant de vraiment réussir à construire quelque chose qui t'appartient? Presque 10 ans, Presque 10 ans. non, plutôt 9 ans probablement. Et quand tu as fait ce saut, parce que maintenant j'en sais un peu plus, parce que encore une fois, on parlait de certaines des autres choses sur lesquelles tu travailles, en fait, tu es très averse au risque. Donc je pense que tu es très intelligent. Tu fais les choses de manière très réfléchie, ce qui, je pense, explique probablement pourquoi tu réussis là-dedans. Quand tu débutes quelque chose de nouveau, comme certains projets sur lesquels tu travailles actuellement, ce ne sont pas vraiment des petits boulots, mais d'autres projets. Tu ne fais pas juste, tu n'oublies pas complètement la chose principale pour ensuite commencer quelque chose de nouveau. Ah, tu fais avancer l'essentiel et construis autre chose à côté. Un peu comme ça, et je me demande comment tu as lancé ta première boutique. Tu travailles, économises, apprends, ouvres la boutique, et tu l'as faite avec succès. As-tu ouvert la boutique en travaillant encore ou après avoir économisé? Ou bien as-tu compris combien de temps il te faudrait pour réussir à créer ta propre entreprise? Et bon, c'est comme ça que tu as estimé l'argent nécessaire à la banque. Et comment as-tu vraiment commencé? C'est la première fois que tu...
Je travaillais, oui, ouais, d'accord, et je construisais une boutique. Je construisais, bon, j'ai commencé à faire des recherches juste pour savoir comment la nommer, la marque et tout ça. Aujourd'hui, mais il existe plus d'outils, surtout avec l'intelligence artificielle pour faire tout cela. Mais je faisais tout ça tout seul et je réfléchissais dans ma tête à ce qui pourrait marcher et je créais un site web. Et en même temps, je travaillais littéralement tous les jours et je cherchais des locaux. Je rencontrais les agents immobiliers le matin, je visitais des locaux, je regardais combien ça coûtait. Et c'était effrayant parce que j'avais de l'argent à la banque. J'avais probablement économisé 100 000 € avant de signer un bail. Oui, c'est pas une grosse somme pour lancer une entreprise, mais à l'époque, en travaillant pour quelqu'un, c'était beaucoup pour moi. Et quand j'ai eu l'endroit, je n'avais même pas vraiment, j'avais juste une idée en tête. J'ai mentionné vouloir un design intérieur noir et or, entre autres, parce que l'agent immobilier aussi, quand il loue un bail commercial et que tu n'as jamais eu de boutique physique ou quelque chose comme ça, il te regarde en pensant, ah, tu vas louer, tu vas échouer. Il demande, peux-tu nous envoyer un PDF sur le concept, les couleurs et l'apparence du business de camion? Oui, comme un vrai business plan complet, même si ce n'est qu'une petite boutique. Donc j'ai dû tout faire moi-même et je tatouais en même temps. Donc c'était comme ça. Et puis, bah, quand j'ai signé le bail pour la première fois, bon, ouais, il y avait des gens qui faisaient des travaux, ce qui a aussi été compliqué parce que j'avais un local et je me demandais vraiment ce que j'allais en faire. Parce que je me suis dit, ah, tu sais, bah, laisse-moi faire des recherches et bien, trouver quelqu'un qui peut concevoir un design. Je veux dire, j'ai un concept, mais j'ai vraiment besoin d'un designer parce que si quelqu'un veut construire, il veut voir des références et ce genre de choses. Et j'ai contacté des gens qui demandaient 40 000 à 50 000 $ juste pour un design et un rendu. J'ai dit que c'était la moitié de mon argent. J'ai refusé. Alors j'ai demandé à l'entreprise. Celle qui m'a donné le bail m'a indiqué l'endroit. J'ai demandé si elle connaissait des ouvriers du bâtiment. Alors, ils m'ont donné des contacts et j'ai dit, d'accord, expliquez-leur ce que je veux. Et j'essayais de faire des choses plutôt cosmétiques et le prix était juste. Je vais te facturer 5 000 $ par semaine ou quelque chose comme ça, sans les matériaux, juste pour la main-d'œuvre. Et moi, comme je travaillais et que je n'étais pas là tout le temps quand il a commencé, puis ils ont pris d'autres projets et travaillaient un peu sur place avant de partir ailleurs. Pour plusieurs fois, en allant vérifier pendant mes pauses, j'ai constaté qu'il n'y avait personne. Donc, c'est devenu tout un problème. J'ai dû engager quelqu'un d'autre, car ces personnes disaient, on va finir dans un mois ou deux, peu importe. Et ils n'arrêtaient pas de repousser. Ouais. Ils repoussaient tout le temps et ne faisaient que des tâches basiques très lentes, car ils avaient repris deux autres chantiers. J'ai dû gérer cela, mais j'ai trouvé d'autres personnes pour le faire. Et puis j'ai commencé, à partir du concept, à chercher en ligne ce que je pouvais acheter comme meuble qui irait avec le style parce que je me suis dit, je ne peux pas me permettre de payer quelqu'un pour me faire une liste de ce qu'il faut acheter et tout assembler pour 20 000 ou 30 000 $. Tu fais venir des clients et tatoues dans ta boutique. Tu reçois maintenant 100% de leur paiement, ce qui est super. Quelles sont les répartitions habituelles, par exemple en salon? À l'époque où je travaillais, c'était du 50-50. Maintenant, c'est plutôt du 40-60. Donc, l'artiste payait plus. Ou comme certains salons en Californie ou en Floride sans doute. Certains salons louent la chaise au mois ou partagent les revenus 70% pour l'artiste, 30% pour le salon. Mais à New York, à cause du coût élevé, c'est très difficile. Parce qu'ici, si je loue un espace ou si j'achète un espace, ça coûte beaucoup moins cher qu'à New York pour absolument tout, pour les dépenses. Mais c'est comme une norme de partage 60-40, 60 pour l'artiste, 40 pour le salon. J'avais aussi en tête des personnes déjà rencontrées au travail, dont un apprenti. Un autre ami, déjà venu plusieurs fois aux États-Unis, m'a dit qu'il me rejoindrait si j'ouvrais une entreprise. Donc, j'avais quelques personnes qui étaient intéressées à venir. Mais surtout, ben, je travaillais seul. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé, beaucoup de choses en marketing étaient basées sur l'essai et l'erreur. Parce que tu avais un magasin, tu as mis une enseigne à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est un passe. Mais comment faire entrer les gens? Tu vois, j'ai mis les annonces Google, j'y ai mis de l'argent.
Je l'ai fait. Instagram, t'es probablement... Je l'ai presque fait. Ouais, j'ai mis un Instagram. Et puis certaines choses, voilà, sont venues comme personne ne faisait de vidéo. Et une cliente m'a contacté, c'était une vidéaste, et elle m'a dit, je veux faire un tatouage en échange d'une vidéo. Et j'ai dit, bien sûr. Et j'ai été l'un des premiers, je pense l'un des premiers tatoueurs à avoir jamais posté une vidéo, une vraie vidéo, pas juste un clip avec un téléphone, mais une vidéo professionnelle, filmée avec des caméras professionnelles pour montrer tout le salon de tatouage et le processus. Et ça a attiré beaucoup d'attention parce que la personne pour qui je travaillais avant, en fait, après que j'ai posté la vidéo, il s'est énervé et il m'a envoyé un message. Quand je suis parti, il m'a dit, je suis content pour toi, tu as fait ton truc. Mais quand j'ai fait une vidéo et qu'elle a attiré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux, il m'a envoyé un message furieux. Il m'a dit, va te faire voir, blablabla, parce que personne ne l'avait fait avant. Et j'étais le premier à l'avoir fait. T'a-t-il déjà poursuivi en justice? Non. Ils m'ont volé un artiste qui était mon apprenti, mais ce n'est pas grave. Quel a été le moment le plus difficile ou la chose que tu as vraiment dû traverser en tant qu'entrepreneur et que tu n'aimerais jamais que quelqu'un d'autre ait à vivre lorsque tu construisais ton atelier? Je pense que le premier pire moment, c'est quand j'avais quelques personnes qui travaillaient pour moi et que le manager, qui était probablement vraiment le meilleur manager, mais ils ont lancé une entreprise hors de la mienne. Mais comme ce que j'ai fait à quelqu'un avec qui j'avais travaillé avant, ils avaient une entreprise bien plus grande que la mienne. Quand je suis parti, cela ne les a pas affectés, mais si j'embauche 3 personnes et qu'elles s'en vont alors que seul cadre travaille pour moi, c'est énorme car ils emportent toute la clientèle. C'est ce qu'ils ont fait. Ah, ça? Oui. Et ils sont partis ouvrir un autre espace et ont pris le meilleur manager. Parmi mes 3 managers, ils ont recruté une directrice générale en lui offrant une commission ou plus d'argent que ce que je lui donnais. Et c'était vraiment, ça a été l'une des premières choses douloureuses qui me sont arrivées. Et puis, il y a d'autres choses, comme je déteste en parler, mais ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens nouent des relations à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, j'ai embauché, mais il y avait environ 9 personnes qui y travaillaient. Mais ensuite, bon, quelqu'un commence à sortir avec quelqu'un d'autre et ça peut potentiellement tourner au drame, ce qui est arrivé quelques fois. C'était toujours un signal d'alarme pour moi. Un problème. Et puis j'ai l'impression qu'il y a autre chose. On ne se voit pas de l'extérieur, n'est-ce pas? Si je venais ici en tenue médicale, vous penseriez que je suis médecin, n'est-ce pas? C'est le pouvoir de l'autorité. Une fois que tu deviens quelqu'un, si je suis patron, les gens me perçoivent autrement. Donc j'ai eu l'impression que quand j'ai eu quelques clients célèbres et que j'ai gagné un peu de popularité, certaines personnes sont entrées dans ma vie juste pour essayer de profiter de moi, mais tu ne le vois pas comme ça parce que tu n'as pas, enfin, je n'avais jamais eu cette expérience auparavant. Toutes les personnes que je considère comme voulant traîner avec moi ou parler de choses personnelles, je les considère comme des amis, mais des gens essayaient juste de profiter de moi pour obtenir quelque chose pour leurs affaires personnelles, pour leur propre intérêt. Il y en avait beaucoup. J'ai l'impression que mon dernier mariage était pareil aussi, parce que je veux dire, c'est triste à dire, mais la personne est entrée dans ma vie et travaillait pour quelqu'un. Et j'ai aidé cette personne à se construire. Elle a tellement appris de moi et elle fait les mêmes choses. C'est ce que je lui ai appris. C'est fois ce que je vois à travers toutes les publications, même après qu'on se soit séparés et tout ça. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, mais c'est comme si je ne l'avais jamais vécu. Je suppose qu'on l'apprend à la dure, en marchant avec quelqu'un se présentant différemment. Mais ils essaient juste de t'utiliser à leur avantage, juste pour... Je pense que ça arrive dès que tu commences mais c'est à te faire un peu connaître ou à avoir de la notoriété ou quand tu traînes avec des gens cool. C'est bizarre. C'est une sensation étrange. Je veux dire, en général, ça veut dire que tu as beaucoup de chance et que tu as construit quelque chose que les gens admirent vraiment. Parce que sinon, ils n'essaieraient pas de t'utiliser. Je le remarque parfois aussi avec le podcast parce que j'ai l'occasion d'interviewer des gens très cool. Ouais, donc tu dois juste, tu sais, tu dois juste t'assurer que les amitiés sont sincères, que ce sont de vrais amis. Et ouais, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Non, mais toi, je pense que tu dois être
Tu vois, avant, je n'avais pas d'expérience avec ça, mais maintenant, oui, et je vois les choses. Personne n'a d'expérience avec ça avant la première fois où ça arrive. Ouais. Personne n'a l'expérience de quelqu'un qui les utilise avant que ça n'arrive la première fois. Ouais, c'est sûr. Maintenant, avançons un peu jusqu'à là où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour te réinventer maintenant? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Sur quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu fais en dehors de simplement gérer la boutique, qui marche toujours aussi bien évidemment, mais comment tu fais pour continuer à te réinventer, rester pertinent, rester nouveau, rester excitant? Oh, eh bien, en ce moment, en gros, j'essaie de créer une nouvelle entreprise parce que je pense que, et ça m'a toujours trotté dans la tête aussi, quand j'ai entendu certaines personnes dire ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, quelque chose comme ça. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est le seul pays, je crois, au monde où tu peux être financièrement libre et tu peux construire ça comme ton avenir. Tu peux gagner assez d'argent pour acheter de l'immobilier ou investir quelque part où l'argent finira par travailler pour toi. Et ça, C'est ça, construire une vraie richesse. c'est ça, le but ultime. Et les gens qui ne comprennent pas ça, ils travaillent probablement pour quelqu'un ou, je veux dire, tu peux travailler pour quelqu'un, mais je pense qu'à l'avenir, ce qui m'a fait changer d'avis, là, comme je l'ai dit avant à propos de la chirurgie et tout ça, c'est que quand tu ne travailles pas, il te faut quelque chose qui travaille pour toi. Parce que tout coûte de l'argent, tout est cher, peu importe où tu vas. Comme maintenant à New York, tu sors, 100 dollars disparaissent ou même 300. Miami, ce n'est pas beaucoup mieux, tu sais. Ouais. Et si tu échanges juste tes heures contre de l'argent, mais et si tu ne peux pas, et si t'arrive quelque chose, si tu tombes malade ou que tu es handicapé, si tu as un accident de voiture, ce qui est arrivé à... J'entends ce genre d'histoire car de nombreux clients me disent, j'ai eu un accident de voiture. Je ne peux plus entendre, je suis paralysé ou autre. Mais si ton travail consiste juste à écrire ou faire quelque chose à l'ordinateur, à échanger ton temps contre de l'argent, que se passe-t-il si demain tu ne peux plus le faire? Euh, je pense que tout le monde devrait apprendre et comprendre comment gagner de l'argent en dehors de son travail et trouver où investir et ce qu'ils peuvent faire pour que l'argent travaille pour eux. Et même avant d'ouvrir une entreprise, d'abord j'avais déjà cette idée que il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut avoir différentes sources de revenus. Et j'ai une petite source comme de l'immobilier et des choses comme ça où je place de l'argent et c'est un revenu passif. Je n'y mets pas beaucoup, sauf en cas d'événement important comme l'effondrement d'un toit où il faut alors investir beaucoup d'argent. En réalité, tu détiens des biens immobiliers et engages quelqu'un pour les gérer. Non, je le fais moi-même. Mais c'est mieux d'avoir quelqu'un qui gère, comme le but ultime, c'est d'automatiser les choses pour qu'elles travaillent pour toi, pour que tu n'aies pas à travailler. Et je pense que beaucoup de gens devraient penser comme ça. C'est pareil dans l'industrie. Si quelque chose marche bien, si tu as réussi dans un domaine, tu ne peux pas rester bloqué dessus parce que dans 5 ou 4 ans, l'économie peut changer, la vie des gens peut changer, tout est tellement dynamique. Quand j'ai commencé le marketing, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On étudiait le marketing comme faire des recherches, envoyer du courrier ou mettre des choses sur des panneaux publicitaires. C'est ce qu'on apprenait. Mais maintenant, c'est complètement différent. C'est un tout autre monde. Je pense que se développer dans différentes directions aide pour le business. Ça aide à être diversifié parce que parfois, tu dois vraiment changer de cap. Pense à une entreprise comme Nokia, c'était une énorme entreprise avec les téléphones, mais pourquoi ils ne font plus de téléphones? Où sont les téléphones? Parce que iPhone a tout pris, parce qu'ils ne voulaient même pas s'adapter et créer là quelque chose de différent peut-être, parce qu'il y avait trop de structures dans l'entreprise et qu'ils n'arrivaient même pas à se mettre d'accord. Trop lent, oui, ou Avancent trop lentement, peu importe, mais des entreprises qui valent des milliards de dollars disparaissent, parfois tout simplement. blockbuster. Tellement de choses, tu peux en citer tant comme ça, mais tu dois t'adapter. Et si tu as gagné une certaine somme d'argent, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Parce que si tu dors et que tu tombes, tous ces œufs vont se casser. Ouais. Tu dois placer ton argent dans différentes choses pour être honnête, pour qu'au final, ces choses les travaillent like, pour toi. Je pense que c'est le seul pays là, qui te permet de faire ça parce que là d'où je viens, like, beaucoup de choses comme ça sont contrôlées tôt par le gouvernement. Alors que beaucoup de choses comme si j'ouvre une entreprise en Russie, bah, je peux être entrepreneur jusqu'à un certain point, à moins de gagner 2 ou 3 millions de dollars, et là, le gouvernement s'en mêle.
Ce n'est même pas beaucoup d'argent pour un entrepreneur. Je veux dire, aux États-Unis, je veux dire, Oui, tu ne peux même pas acheter. C'est comme un studio. À New York, 1 million de dollars, c'est fou, mais en Europe ou dans d'autres pays, parce qu'ils sont petits et tellement contrôlés par le gouvernement, si tu gagnes cet argent, ça va, mais si tu gagnes plus, le gouvernement va venir et dire, Hey, tu travailles pour nous maintenant. Surtout en Russie. La Russie, c'est comme ça. Si tu ouvres une entreprise et qu'elle marche bien, que tu gagnes beaucoup d'argent, à un certain moment, le gouvernement va venir et dire, Hey, tu ne peux pas posséder cette entreprise, tu vas travailler pour nous. Parce que pour eux, si tu deviens trop populaire ou autre, tu pourrais renverser le gouvernement ou avoir de l'influence sur les gens et ils ne peuvent pas permettre ça. c'est ce qui est arrivé avec Jack Ma et le Parti communiste chinois ou la République populaire de Chine, tu vois. Il était milliardaire et il parlait trop, ça ne leur a pas plu. Puis il a disparu pendant un moment et ensuite il est revenu. Et tout d'un coup, il ne parle plus autant. Donc je comprends, je pense aussi qu'on doit être très... on est tellement chanceux d'avoir les opportunités qu'on a aux États-Unis et le fait que tu peux vraiment faire ce que tu veux dans une large mesure, tant que c'est légal, tu peux construire ce que tu veux, prendre toutes les décisions que tu veux, créer des entreprises qui n'ont jamais existé auparavant, quitter ton travail, tu peux tout faire. Oui, c'est sûr. C'est une vraie bénédiction et parfois les gens oublient comment vit le reste du monde. Fonctionne, mais oui, donc j'ai fait quelques investissements dans du matériel de production et des choses comme ça, et c'était essentiellement. Tu t'intéresses aussi à la photographie. Oui, j'ai commencé à faire des photos parce que j'avais une base de photographie à l'université quand j'ai étudié, puis j'ai pris un chemin différent, mais ensuite, je pense qu'en 2020, quand on était fermé pendant, je crois, 4 ou 5 mois, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube parce que tout est devenu tellement lié au contenu, tu vois. Donc je me suis dit, laisse-moi regarder quelques vidéos YouTube sur comment faire des vidéos, comment créer du contenu, parce que avant je faisais appel à des gens et je payais beaucoup d'argent pour ça, genre 1 000 dollars pour une petite vidéo. Et puis je me suis dit, et si j'achetais un appareil photo et que j'apprenais quelques trucs pour commencer à le faire moi-même, juste pour la boutique, et plus je m'y suis mis, plus j'ai plongé dans l'apprentissage. Et je pense que si tu veux devenir bon, tu dois vraiment entrer dans l'industrie pour. T'immerger dedans. Tu ne peux pas juste prendre un petit appareil photo et te dire que c'est bon, mais moi je relève toujours la barre, je me compare toujours et quand je vois quelqu'un qui fait mieux, je me demande comment il a fait. Alors j'ai commencé à regarder tout ça. Je regardais des vidéos YouTube sur la vidéographie et la création de contenu et même, je ne veux pas le mentionner, mais j'ai fait un cours pour mon ex. Au début, je voulais faire un cours sur le tatouage ou sur la gestion d'un salon de tatouage. C'était l'idée en 2020, mais j'ai fait un essai pour quelqu'un d'autre, juste comme un cours, et ça a vraiment bien marché. On l'a mis en ligne et elle faisait des ventes, genre quelques centaines d'euros par mois, juste avec un petit cours court. Mais pour moi, c'était un parcours d'apprentissage. Et puis, je me suis un peu plus plongé dedans parce que tout tourne autour de la création de contenu. Et ensuite, tu publies sur les réseaux sociaux, mais tu achètes bah, tout ce matériel et tu fais tout ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, comment je peux vraiment avoir quelque chose de cinématographique? Je me suis demandé comment y arriver. Alors j'ai acheté un appareil photo cher et je me suis de plus en plus intéressé à ça ces 5 dernières années. Oui, Et maintenant, tu as aussi une énorme collection d'objectifs. Oui, Tu le dis très modestement quand tu dis que tu fais ça comme la plupart des gens. La plupart des gens, quand ils s'y mettent, ils achètent quelques appareils photo, ils apprennent à filmer, ils apprennent l'éclairage, avec l'ouverture, toutes les choses importantes. Mais toi, maintenant, tu as une collection d'objectifs vintage. Donc, c'est pour moi maintenant ça me rapporte de l'argent parce qu'à la base j'ai commencé à faire des recherches et tu regardes des films et tu te demandes comment c'est vraiment filmé. Alors tu commences à lire et à comprendre des choses. Quand je faisais des locations, j'essayais d'obtenir du matériel que personne n'a, mais qui a en fait beaucoup de valeur. Et je pense que ces dernières années, les gens cherchent quelque chose de différent parce que avec le développement des caméras, on avait de meilleurs capteurs, une meilleure qualité, mais tout est devenu pareil. Quand tu cherches la même chose, sans imperfection ni rien,
tout se ressemble. Et puis les gens se sont dit, revenons aux années 50 ou 60, prenons quelque chose de cette époque et tournons avec et voyons. Ce que ça donne et voir. Comment ça rend... Et c'est tellement populaire parce que d'un côté, il y a l'intelligence artificielle qui rend tout tellement plastique et tellement artificiel. De l'autre côté, les gens ont pris des objectifs des années 50, bon 60, 70, les ont remis dans un nouveau boîtier parce que l'ancien ne tenait plus et ils tournent des films avec, beaucoup de films. Au cours des 2 dernières années, beaucoup de films ont été tournés sur pellicule. Pourquoi? Parce que la pellicule a vraiment un super rendu. Et puis, la technologie, en fait, quand on tournait sur pellicule dans les années 90, il n'y avait pas les scanners qu'on a aujourd'hui. Donc maintenant, quand tu tournes sur pellicule, tu la scannes après, mais tu peux scanner une pellicule 16 mm qui fait la moitié du 35 mm en 4K, ce qui n'était pas possible avant. Et du coup, c'est une bien meilleure qualité qu'une caméra comme celle-ci. Je veux dire, like, ça rend vraiment beaucoup mieux. Et ensuite, ils tournent des films avec ça parce que la pellicule elle-même a un meilleur rendu. Elle réagit différemment à la lumière. Donc, tu sais, une fois que je me suis plongé là-dedans, que j'ai commencé à faire des recherches, tu commences même à voir, OK, ça a l'air bien, mais comment ça a vraiment été fait. Et tu vois qu'en ce moment, beaucoup de films et de publicités sont tournés sur pellicule et ils mettent de gros budgets là parce que la pellicule coûte plus cher, mais ça a juste un rendu différent, ça rend bien. Ce dont tu parles, c'est plutôt d'un univers analogique en ce qui concerne la photographie. C'est comme la pellicule face au numérique. Qu'est-ce que tu penses qu'on perd en tant que créatif quand on passe des produits analogiques traditionnels au numérique? Je ne sais pas trop comment le décrire. Enfin, c'est comme avec la pellicule. Chaque prise compte vraiment parce que tu n'as qu'une quantité limitée de films et ça coûte cher. Avec le numérique, c'est presque du gaspillage. On peut tourner autant de fois qu'on veut, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, en dehors de cette idée-là, qu'est-ce que tu penses qu'on perd quand on passe de l'analogique au numérique? Je peux commencer de loin. Ça, quand j'étais à l'université, c'était encore la photographie argentique. Et puis, j'ai l'impression qu'après ma première année, quand j'étais en deuxième année, les premiers appareils photo numériques ont été introduits et les gens sont passés au numérique parce qu'avec la pellicule, il fallait vraiment réfléchir. C'était aussi cher, mais il fallait en savoir beaucoup juste pour réussir une photo correcte. Euh, ce qui Tu peux prendre beaucoup de photos sur pellicule, mais pour les développer et tout ça, si tu ne connais pas l'exposition, les règles, les lois, comment la lumière fonctionne, sur le numérique, quand on a eu les premiers appareils photo numériques, la première fois que j'en ai eu un, je photographiais tout, tout ce que je voyais. Je me disais, oh, prenons une photo de ça, prenons une photo de ci. Tu pars en vacances, tu prends tout en photo, et c'est pareil avec les iPhones, mais Regarde la pellicule de mon appareil, c'est n'importe quoi. Il y a tellement de déchets. au final, je ne regarde même pas ces photos. Je ne vais pas faire défiler tout ça pour trouver quelque chose et me dire, waouh, c'est incroyable. Une fois que j'ai commencé à plonger plus profondément dans la photographie en 2020, une fois que j'ai eu mon premier appareil photo argentique en 2022, j'ai commencé à prendre moins de photos, mais à réfléchir davantage. Et c'était presque comme si j'allais quelque part, mais je ne faisais qu'une seule pellicule. Et c'est déjà seulement 36 photos, mais chaque photo a du sens. Je scannais les photos sur mon téléphone, ce qui ravivait des souvenirs, car c'était souvent le meilleur moment de la journée, une rencontre, un coucher de soleil incroyable, immortalisé en une seule photo. Au lieu de ça, si j'y allais et que je prenais 200 photos avec mon appareil numérique, je devrais faire défiler et me dire, OK, il y en a une qui est incroyable. Et puis, une fois que tu passes à ça, une fois que tu reviens au numérique, ce que j'essaie de faire un peu plus en ce moment, si je fais des choses, mais je commence à y réfléchir davantage, je ne vais pas prendre 200 photos autour du même sujet. Je sais que ça rend bien parce que si j'avais de la pellicule, je ne prendrais pas 10 photos juste de ça. J'en prendrais une et je m'assurerais qu'elle soit bonne. Je m'assurerais que les émotions soient là. Je m'assurerais que ça ait de la valeur. Oui, c'est presque comme si les souvenirs devenaient jetables dans une certaine mesure. C'est parce que on ne fait pas attention à ce qu'on capture réellement. Ouais, donc je pense que ça a aussi changé ma perspective parce qu'avec la pellicule, chaque rouleau coûte genre 20, 23 euros à l'achat et il n'y a que 36 poses. Et pour développer un rouleau, c'est environ 20 euros. Et pour scanner une photo, c'est genre 40 euros pour seulement 36 photos. C'est de l'argent, mais tu sais,
les gens utilisent la pellicule parce que ça rend différemment et certains diraient même que c'est incroyable. Mais une fois que tu passes à cette mentalité, tu reviens au numérique et le numérique peut même être meilleur que la pellicule. Mais une fois que tu commences à y réfléchir, parce que tu as tout cet espace sur la carte mémoire, tu te dis, OK, je peux tout photographier, je peux choisir la meilleure photo. Mais une fois que tu as 1000 ou 2000 photos à faire défiler, surtout que tout le monde est tellement occupé en ce moment, le monde est bien plus occupé qu'il y a 10 ans et j'ai l'impression que pour moi, parce que je suis tellement pris par le boulot, par d'autres choses, je veux avoir quelque chose de précieux comme souvenir. Et tu vois, j'ai acheté un appareil Leica en 2022 et je me suis dit, OK, si je prends des photos, je vais prendre les meilleurs souvenirs. Et j'ai vraiment commencé à photographier, à imprimer des trucs et à les mettre sur mes murs. Les gens viennent chez moi et disent, oh mon Dieu, c'est incroyable, parce que ça se scanne aussi très bien et ça rend plus naturel que le numérique, parce que le numérique a tellement plus dans le capteur. J'ai déjà photographié avec des lumières de studio et tout ça, et à l'impression, ça fait toujours très plastique. Mais quand tu imprimes à partir d'une pellicule, d'un vrai négatif, ça rend vraiment bien, ça fait qualité magazine. Et j'ai des photos comme ça imprimées sur mes murs dans mon appartement que je regarde et parfois quelques années passent et je me dis, purée, j'ai vraiment fait ça. C'est incroyable, mais je pense vraiment que ça a changé ma perspective et je pense que ça devrait s'appliquer à tout, vraiment. Tout devrait être réfléchi, même les tatouages. C'est ce que m'a dit mon ami il y a quelque temps. Quand j'ai ouvert mon premier salon, je prenais beaucoup de clients et il m'a dit, réfléchis juste à ça. Une fois que tu fais un travail, chaque travail, à la fin, devrait être photographié et mériter d'être affiché sur ton mur. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ah, mais ne fais pas juste du travail, fais un travail de qualité. Essaie de faire du travail en visant mieux. Et en fait, j'avais un livre que je venais d'acheter. Quelqu'un m'a dit, regarde ce livre et c'est de la photographie. Je n'aime pas ce style, mais il est écrit au début du livre, vise la lune et tu finiras parmi les étoiles. Donc c'était presque comme essayer de s'efforcer de créer quelque chose de mieux, même si c'est un petit symbole. Mais tu peux penser, OK, et si je le faisais pour qu'il soit accroché au mur? Je peux quand même mieux le faire, l'accrocher au mur, le faire pour toi. Ouais, ne crée pas juste pour créer, fais-le avec un but. Ouais, et je pense que ça a changé ma perspective euh, avec le travail en général. Je pense que tu peux viser mieux et aussi planifier. Les gens disent bah, que quand tu vis sans plan pour l'entreprise ou pour toi-même, tu peux avoir un plan. Ça ne veut pas dire que ça va finir comme ça, mais même si tu décides de faire un mile, si tu fais même 20 ou que tu cours 5 miles, même si la première fois tu fais 20, tu as déjà fait quelque chose. Ouais, C'est mieux que rien. Mais si tu n'as pas ce plan, c'est mieux. Euh, alors tu n'as pas de plan. Tu peux te réveiller et tu n'as rien en tête sur où tu veux être et tu es juste coincé à flotter, je suppose. tu as l'impression que j'ai demandé quelles leçons de la photo ont influencé ton tatouage, mais j'imagine que c'est ça, être intentionnel. Je pense aussi la photographie elle-même et le tatouage, moi, c'est voir la lumière. C'est très important de voir la lumière, de voir les formes, de voir la composition. Les couleurs complémentaires. Comment les couleurs fonctionnent dans la nature? Parce que cela concerne le tatouage et certains aspects. Je veux dire, à moins que ce soit un tatouage traditionnel où il n'y a que trois couleurs utilisées, le noir et le blanc, c'est une chose. Mais dès que tu fais du réalisme en couleur, tu dois connaître la théorie des couleurs et les gens disent toujours, et je le dis toujours aussi, après avoir créé des ombres, mélange la teinte avec sa couleur opposée sur le cercle chromatique pour obtenir des ombres. Comme ça a l'air plus naturel. Parfois, ça fait peur de mélanger de l'orange avec du violet, mais ça neutralise, ça crée du gris. Et c'est pareil pour tout, hein, pour la photographie aussi. Par exemple, si je devais installer des lumières, si je devais mettre des couleurs complémentaires, comme on le voit dans beaucoup de films, ça rend vraiment bien parce que c'est orange et bleu sarcelle. Ce sont deux couleurs complémentaires. Ce sont des couleurs opposées sur le cercle chromatique. Quand on met l'arrière-plan en bleu sarcelle et que ta peau peut être poussée un peu plus vers l'orange ou vers l'orange, ça paraît très complet. C'est agréable à l'œil. Donc, il y a des lois avec ça. Donc, je pense que beaucoup de choses comme ça s'appliquent. Et c'est pareil pour l'éclairage.
si tu prends la peinture de la Renaissance, ce qu'ils appellent euh, l'éclairage Rembrandt ou l'éclairage Hollywood, comme ils disent, quand il y a un triangle du côté de l'ombre et que la lumière vient de cet angle qui va vers toi, et ils filment généralement du côté de l'ombre, mais il y a toujours comme un triangle, ils appellent ça l'éclairage Hollywood. Mais regarde les peintures de Caravage, c'est comme ça qu'il installait les lumières pour peindre toutes ces scènes. Tout vient de quelque part, tout a comme tout un parcours de toutes ces choses, tu vois? Est-ce que tu as l'impression que la photographie t'a rendu meilleur tatoueur et inversement? Je pense que oui. Tu penses que les autres artistes devraient être... Je suppose que la question c'est, si tu es créatif ou artiste, est-ce que ça a du sens de t'essayer à différents médiums pour apprendre de nouvelles choses et de nouvelles compétences? Il est difficile de s'asseoir sur plusieurs chaises à la fois, comme on dit. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur une seule chose et tout faire pour s'améliorer dedans. Donc, si tu fais des tatouages, c'est bien de faire de la peinture à côté, d'aller à des séminaires d'art, mais la photographie, en ce moment, ça s'applique au tatouage parce qu'on prend d'abord des photos de nos tatouages, alors qu'avant, on ne le faisait pas. Maintenant, il faut prendre une bonne photo du tatouage. Et pour prendre une bonne photo, il faut comprendre la lumière, il faut savoir comment installer la lumière parce que tu veux présenter ce produit. Et puis, encore plus avancé, avec tous ces reels, il faut être créateur de contenu au point de savoir faire la vidéo ou comprendre quel type de vidéo les gens vont regarder. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer en ce moment, mais je pense que c'est difficile d'être à la fois un très bon photographe et un bon tatoueur. Parce que j'ai l'impression qu'il faut constamment faire la même chose. Il faut mettre ces 10 000 heures de travail régulier parce que moi, je prends des photos en studio et je fais une séance par mois quand quelqu'un me le demande, mais je sens que si je faisais des photos en studio tous les jours, je serais vraiment bon là-dedans. Il faut juste atteindre ce point avec les heures et l'expérience, ces petits détails que tu remarques quand tu travailles plus, tu vois. Ok, je peux demander de tourner la tête comme ça, je peux placer la lumière comme ça. Ça devient plus subconscient quand tu es dans un environnement stressant, je pense. Tout ce qu'on fait s'imprime plus dans notre cerveau, on le fait avec les mains sans même y penser. Mais une fois qu'on se retrouve dans cet environnement, dans un environnement stressant, si on n'a pas assez de... Si on essaye d'apprendre ça, on va tout gâcher, on va se planter. C'est pareil pour le sport. Par exemple, j'ai fait du jiu-jitsu pendant un moment et je pense qu'une fois qu'ils te font faire un seul mouvement constamment, juste un mouvement ou une seule sortie pendant tout un cours ou pendant 30 minutes, puis tu reviens après une semaine et tu dois le refaire. Ou ils doivent revoir comment tu apprends parce que ça doit devenir un automatisme, une mémoire musculaire et tout ça. Je pense que tout, quand même écrire des livres ou faire quoi que ce soit, c'est comme une mémoire musculaire. Il faut juste la développer jusqu'au point où tu connais les bases, tu connais les règles, et ensuite tu peux créer quelque chose toi-même. J'adore ça. Et aussi, une fois que tu connais un peu, il y a une différence entre apprendre quelque chose pour que ça t'aide dans d'autres aspects de ton travail et apprendre quelque chose pour en devenir un maître. Par exemple, tu peux apprendre la photographie ou la peinture, tu peux apprendre tous ces différents autres types de médiums artistiques et ça peut t'aider en tant que tatoueur, mais ça ne veut pas dire que tu dois devenir le meilleur dans ce domaine. Tu ne deviendras pas un grand photographe, je ne connais pas leur nom. Je suis sûr que tu les connais, mais tu n'as pas besoin d'être cette personne qui fait ça comme métier. Penses-tu que la technologie est bonne ou mauvaise pour l'art? Je pense que la technologie est bonne pour l'art parce que si tu regardes historiquement, il y avait des gens qui étaient vraiment de bons artistes, mais ils n'étaient pas reconnus. Ou certaines personnes peignaient ou photographiaient littéralement des choses incroyables, comme Vivian Mayer qui a pris des photos découvertes après sa mort dans son appartement et qui est devenue célèbre. C'est le cas de beaucoup d'artistes, oui. Et c'était le cas de beaucoup d'artistes à l'époque. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la technologie et le fait de devenir viral ou de pouvoir poster quelque chose que des gens peuvent voir dans d'autres parties du monde, c'est incroyable. J'ai l'impression que avant, on collait une étiquette aux artistes alcooliques, toujours fauchés, toujours en galère. Ce n'est pas vraiment une bonne voie. Les parents le voyaient comme ça, et tu as besoin d'un vrai travail.
Tu dois être avocat, médecin ou faire autre chose pour gagner de l'argent. Ah, mais comme nous avons tellement d'outils gratuits auxquels nous pouvons accéder, un large public, nous pouvons toucher ce large public en payant quelque chose et nous pouvons vendre des impressions. Nous pouvons créer une galerie d'art. On peut aujourd'hui organiser une exposition d'art dans un autre pays alors qu'avant, sans technologie, personne ne l'aurait su. C'était seulement si c'était dit à l'oral ou dans les journaux ou si les gens commençaient à parler de quelque chose que certaines personnes devenaient en est connues. Mais il y avait tellement d'artistes à l'époque qui peignaient simplement chez eux et peu importe, ils sont morts, ils sont morts alcooliques, ils sont morts fauchés et personne ne savait. Et puis quelqu'un a découvert maintenant, genre putain, et maintenant toutes leurs œuvres se vendent pour des milliards de dollars après leur mort. Ouais, mais ce serait bénéfique si ces gens n'avaient pas à vivre comme ça. Ce qui peut être, je ne sais pas, il y a toujours, tu sais, une lutte de ta chair et de ton âme. Comme si l'artiste devait être spirituel pour créer quelque chose de plus grand. Donc je pense que peut-être que souffrir ou lutter pousse les gens à créer quelque chose. Penses-tu que les gens perdent en compétences artistiques si leur vie est trop facile? Parce que même de nos jours, si tu penses aux arts martiaux, des gens comme Conor McGregor, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait ou qu'il a eu l'argent, il ne s'entraîne plus aussi dur. Il ne peut plus combattre au plus haut niveau. Mais si tu reviens à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux et où tu ne pouvais pas avoir cette célébrité, comme Mike Tyson ou quelqu'un d'autre quand il n'y avait pas l'argent que tu peux gagner aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, ou comme Julio Chavez quand il y avait environ 200 combats, peu importe. Maintenant, c'est comme 2 ou 3 combats. Et puis, si tu as du charisme, si tu es bon, tu peux devenir tellement célèbre que les sponsors vont te payer tellement d'argent que les gens n'en ont jamais gagné autant auparavant. Donc c'est bénéfique grâce à la technologie, mais ça ruine aussi probablement la passion parce qu'une fois que tu as cet argent, ton mode de vie change, tes habitudes changent, tu fais d'autres choses et peut-être que tu veux faire autre chose parce que si tu dois juste te battre pour payer les factures, même si tu es incroyable dans ce que tu fais, c'est une chose, mais une fois que tu as accès à tout ça, alors tu peux faire tellement plus, tu peux apprendre autre chose et Je veux dire, yes, personnellement, as-tu déjà perdu ton tranchant à cause du succès? non, je ne l'ai jamais perdu, mais je ne sais pas non plus ce que ça ferait si jamais je gagnais, disons, 20 millions de dollars. Je ne sais pas ce que ça ferait de ressentir ça. Je veux dire, je travaillais pour quelqu'un et je payais à peine mes factures. Puis j'ai gagné une somme correcte. J'ai acheté de l'immobilier, j'ai acheté une maison pour mes parents, des choses comme ça. Mais tout ça, c'était le fruit d'un travail acharné sur une longue période. Donc j'ai l'impression de l'avoir mérité. L'argent, il ne signifiait pas arrêter de travailler d'un coup. Tu vois, il n'y a jamais eu un seul chèque qui change tout. Si j'avais même une opportunité comme ça, ce serait différent. Je ne sais pas comment je me sentirais ou quelle personne je serais, mais je sais que quand les gens se retrouvent dans cette position, leur entourage change, les gens, la façon dont ils les perçoivent, tout change autour d'eux. Donc je ne sais pas Est-ce que tes parents ont déjà accepté ce que tu fais pour... gagner ta vie, ce que mes parents détestaient, moi. Au début, mes parents s'en moquaient et quand j'ai commencé à tatouer, je faisais encore du graphisme à côté. Je créais des sites web et j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. En fait, j'ai réalisé un site web pour un pilote de Formule 1. J'ai eu de très bons clients qui me payaient beaucoup d'argent. Mais mes parents disaient, oh, tu fais ça juste comme un passe-temps. Tu devrais trouver un vrai travail. Tu devrais peut-être obtenir un autre diplôme. Et jusqu'à ce que je déménage à New York et jusqu'à ce que je gagne assez d'argent pour acheter une maison à mes parents. C'était en 2015, je crois. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai commencé à envoyer de l'argent pour aider ma mère ou mon père, ils étaient là. Hey, tu as une bonne opportunité, tu vis aux États-Unis, c'est bien, bonne éducation. Tu devrais peut-être investir l'argent que tu gagnes pendant ton temps libre, passe un autre diplôme. C'est ce qu'ils me disaient. Ils restent enfermés dans leur vision du monde, même si tu gagnes de l'argent. Ils persistent à penser, Non, mais maintenant, ils ne le font plus. Parce qu'après avoir acheté un logement pour moi-même et tout ça, je possédais l'entreprise, mais pendant longtemps, même si je gagnais
une somme d'argent correcte, il disait toujours, et pourquoi tu ne trouves pas un travail stable, quelque chose sur lequel tu peux compter pour le reste de ta vie et ensuite prendre ta retraite. Ça ne t'a jamais déstabilisé le fait qu'ils n'acceptaient pas vraiment ça? Oui, ça m'a vraiment déstabilisé, mais je ne sais pas, j'ai toujours eu l'impression que même quand j'étais encore au lycée, je voulais vivre seul parce que j'avais une grande famille et il y avait beaucoup de monde à la maison. J'ai toujours essayé de fréquenter des gens qui réussissaient. Je traînais toujours avec des personnes plus âgées. J'avais des amis qui étaient propriétaires d'entreprises. Et moi, j'avais 18 ou 20 ans. Ces gens m'emmenaient en voyage. Certains possédaient des entreprises de construction ou autre chose et gagnaient, je ne sais pas, 1 million de dollars par an à l'époque et ils me considéraient comme un ami parce que je connaissais certaines choses qu'ils n'avaient pas autour d'eux. Je savais faire du développement web, du design graphique et certaines choses sur le marketing. Donc, ils étaient intéressés par ces compétences parce qu'ils ne les avaient pas. Je les aidais à faire ces choses, mais ils voulaient aussi traîner avec moi, peut-être juste pour un échange utile. Mais j'ai côtoyé ces gens et j'ai vu un autre type de réussite dès mon plus jeune âge, car mes deux parents, dont mon père était professeur à l'université. Et là, il a travaillé comme enseignant, puis comme professeur à l'université. Il enseignait la technologie et les mathématiques toute sa vie, pendant environ 50 ans, jusqu'à ce qu'on le pousse à prendre sa retraite. Mais il n'a jamais rien fait pour lui-même. Il travaillait juste pour toucher un salaire, il recevait son chèque et c'était tout. Puis il a été mis à la porte. Et puis ma mère, parce qu'elle avait trois enfants, elle n'a pas pu travailler pendant un certain temps. Elle avait un très bon travail avant la naissance de ma petite sœur, mais quand ma petite sœur est née, elle s'est dit, j'ai trois enfants, je n'ai plus de temps. Donc elle a dû quitter son emploi. Et quand elle a essayé de retourner travailler dans les années 2000, c'était un monde complètement différent. Tout le monde utilisait déjà des ordinateurs, tout était automatisé dans un système. Avant, elle travaillait comme comptable pour un grand organisme gouvernemental, pour une entreprise spatiale. Et puis, en 2000, quand elle a essayé d'y retourner, ils lui ont dit, désolé, on ne peut pas vous reprendre. Même si vous avez de l'expérience ici, il vous faut au moins 4 ou 5 ans d'études supplémentaires Pour rattraper le niveau. pour rattraper le niveau, puis vous pourrez revenir. Elle s'est dit, mon Dieu, 4 ou 5 ans à payer l'éducation. Elle ne l'a donc jamais fait. Elle a juste essayé 6 mois, un an, puis a travaillé un peu partout, mais je pense que c'est toujours une mentalité. Si tu veux juste passer à travers, donc je veux que le public, en quelque sorte, ils ont déjà beaucoup appris, mais je veux qu'ils retiennent, disons, une leçon ou un échec que tu as vécu et que tu ne souhaiterais à personne d'autre, mais qui a été une leçon très précieuse pour toi. Ce serait quoi ce moment-là? Et ça n'a pas besoin d'être dans le business, ça peut l'être, mais quelque chose dont tu penses avoir beaucoup appris et que tu espères que personne d'autre n'aura à vivre directement. Je pense que dans la vie, tout doit être équilibré. Parfois, et moi personnellement, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. En gros, je me jetais à fond dans le travail et je me surmenais. Quand je commençais quelque chose, je savais que je pouvais en faire plus, donc je pouvais travailler 7 jours sur 7, mais ça a un énorme impact sur la santé mentale. Je pense que doit être équilibré. C'est pour ça que j'ai commencé la photographie parce que j'avais besoin de quelque chose pour me changer les idées. Et une fois que ton esprit est dans une entreprise, si tu veux qu'une entreprise réussisse, tu mets toutes tes ressources, toute ton énergie dedans. Et, il y a un impact négatif sur ton corps à cause de ça que tu ne ressens peut-être pas au début, mais au bout d'un certain temps, ça va te frapper et ça peut frapper très fort. Et certaines personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années, parfois elles tombent simplement malades et ensuite elles ne peuvent plus travailler ou autre chose. Donc je pense que c'est la plus grande leçon que j'ai apprise en possédant une entreprise. Je pense qu'il faut équilibrer les choses. Et parfois en faire moins, ben, c'est en faire plus sur le long terme. Parfois pousser davantage ou aller plus loin pourrait finir par faire en sorte que tu ne puisses plus le faire du tout. Et
Je pense que équilibrer ta vie, si tu as une famille ou si tu as un passe-temps, c'est bien de te changer les idées. Si tu veux éviter le business, certains jours, il faut éteindre ton téléphone. Par exemple, ma femme a commencé à faire de la photographie, comme de la photographie de rue, que j'apprécie vraiment. Je prends un appareil photo, je sors simplement dehors, je ne regarde pas mon téléphone, je ne fais rien. Je me dis, d'accord, pendant quelques heures, je vais juste marcher et chercher un sujet à photographier, car j'ai trop travaillé les premières années et je tombais souvent malade. Tu remarques que ton corps commence à lâcher. Oui, et au début, bah, moi, quand ça a commencé à arriver, puis je me suis dit, bah, d'accord, je vais juste prendre des antibiotiques parce que j'attrapais la grippe ou un rhume tout le temps. Mais je travaillais tellement parce que je me disais, oh, je suis là, mais je peux en faire encore plus. Donc tu te dis, je suis le seul moi. J'ai ce temps. Mais aussi, je pense que tout le monde devrait apprendre que tu peux engager des gens pour faire les tâches que ils peuvent pas faire, mais tu les payes moins cher parce que ton temps a plus de valeur par rapport à l'argent que tu gagnes. Tu n'as pas besoin de nettoyer ta maison si tu engages quelqu'un à 10 dollars de l'heure. Si tu nettoies dans ta maison, sauf si tu aimes ça, cela te prendra une demi-journée. Pendant ce temps, tu peux faire quelque chose de plus précieux ou passer du temps en famille. Et je pense que les choses dans ta vie devraient être très équilibrées de cette façon. Je pense que si tu te lances à fond dans quelque chose, et même si ça se passe bien, ça peut finir par te faire du mal ou te mener à faire quelque chose de mauvais. Ouais, Parce que tu te laisses un peu distraire par les petites victoires à court terme. oui, et je pense que parfois, les petits pas sont même de meilleurs pas en avant, parce que à long terme, ce sera mieux. Mais je pense aussi que s'il y a des opportunités et que tu en vois, il vaut mieux les saisir parce que tu pourrais les regretter plus tard. Il y a longtemps, quelqu'un m'a dit que si tu ne frappes pas à une porte, j'ai rencontré un gars très prospère dans la vingtaine. Il travaillait dans la construction et il m'a dit, bah, c'était il y a longtemps, mais ça m'est resté. On dit là qu'il a dit qu'il essayait de faire des affaires, mais au moins dès qu'il venait d'une famille pauvre, qu'il essayait de gagner beaucoup d'argent et de devenir riche. Et il a essayé beaucoup de choses. Et il a dit qu'il vaut mieux demander parce que si tu as des idées, il vaut mieux essayer de demander aux gens et apprendre des autres. Parce que si tu as peur, tu vas juste y penser et te dire que tu n'as jamais essayé. Mais si tu essaies, même si tu échoues, tu as échoué. Mais parfois tu essaies et tu réussis. Et il a dit que quand il a terminé l'université, il frappait à toutes les portes parce qu'il voulait réussir. Il disait, je me suis lancé, j'ai vendu des ascenseurs, ça a échoué. J'ai essayé autre chose, encore un échec. Et puis, il a monté une entreprise de construction, il a eu beaucoup de contacts et il gagnait beaucoup d'argent. Il faisait des millions de dollars grâce à ça. Mais il a dit, j'ai échoué tellement de fois. J'avais des dettes, j'avais des gens qui étaient en colère contre moi, j'avais ceci et cela. Mais tu apprends de tes erreurs. Et je pense, comme dans ma vie, beaucoup de choses étaient comme apprendre ici et là auprès de différentes personnes qui m'entouraient. Et moi, je pense que depuis mon plus jeune âge, moi, j'ai un peu vu comment ces personnes, c'est grâce à leur succès, les schémas et tout le reste. Mais je pense aussi que tu peux engager des gens pour faire d'autres choses pour toi. Et comme il ne faut pas trop se disperser, pour des études de marché ou autres tâches, tu peux engager ou externaliser à d'autres personnes. Tu peux apprendre un peu? Ouais. Donc tu peux apprendre un peu, échouer, mais en même temps, tu dois équilibrer ça. Deux choses peuvent être vraies en même temps. C'est bien pour toi d'apprendre et d'échouer. En même temps, c'est aussi bien pour toi de déléguer des responsabilités. Tu ne fais pas tout toi-même. Donc c'est un équilibre. Je pense aussi que pour les entrepreneurs, c'est important d'essayer et d'apprendre. Et si tu échoues, au moins tu as un peu appris. Donc maintenant, quand tu embauches des gens pour t'aider, tu prends une meilleure décision d'embauche. Tu vois, c'était mais Vois ce qui est bien. Ouais. Et j'ai aussi lu un truc, quand tu embauches, quand tu utilises quelqu'un pour faire le travail, il vaut mieux écrire les étapes exactes qu'il doit suivre pour que ça arrive, pour fabriquer le produit ou faire le boulot. Parce que si tu dis, hey, crée-moi un site web ou genre, hey, écris cet article que je dois publier sur un blog, mais si tu mets les étapes exactes, si tu dis, je veux écrire ce blog, mais pour moi, si je devais le faire, j'irais faire des recherches sur Internet en fonction de ce sujet et d'un autre.
Je mettrais chaque étape et il ferait un aussi bon travail que toi. Mais si tu te contentes d'écrire une tâche sans l'expliquer ou sans donner les étapes pour réaliser cette tâche, alors elle n'aurait pas de valeur ou ne s'appliquerait pas à ton entreprise parce que tu la vois différemment, mais tu ne peux pas t'exprimer. Tu ne peux pas expliquer comment tu veux que ce soit parfois, mais tu confies la tâche, tu embauches quelqu'un, il fait un mauvais travail et tu réalises que tu dois tout refaire malgré l'avoir payé. Ce que j'ai appris, oui, parfois il vaut mieux que je le fasse moi-même, mais en même temps, je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut trouver cet équilibre et essayer de mieux expliquer aux gens L'éducation, c'est super important. Ouais. qui le font. Quelle est la chose la plus importante que tu as dû désapprendre? J'essaie de ne pas m'attacher aux choses. Mais c'est difficile à surveiller, mais on s'attache aux gens, aux habitudes et une autre chose. J'essaie de ne pas, Je crois que c'est humain, honnêtement. ouais, j'essaie de ne pas m'attacher aux choses parce que les animaux de compagnie finissent par mourir. On les aime beaucoup, mais c'est ainsi. Je pense que changer, littéralement, si tu as toujours la même routine, je pense que changer les choses, c'est une bonne chose. Hum, Tu dois en quelque sorte désapprendre à tomber dans la même routine de vie parce que tu finis par apprendre et te sentir à l'aise quelque part. J'ai des amis. Peut-être honnête que mon cerveau fonctionne différemment, mais je vois des gens essayer et trouver ce qui leur convient. Même pour la nourriture, ils trouvent un restaurant et ils y vont parce que la nourriture est bonne, le service est bon, ça les fait se sentir bien, mais ils tombent dans cette routine et ont peur d'essayer autre chose parce que ça... Cela concerne la vie, les gens, les relations, la presse, tout. Je suis d'accord. Et puis ils sont là, tout va bien, tout est bon pour eux. Ils se sentent à l'aise, mais ils se laissent juste porter par le courant, je suppose. Et d'après mon expérience, je l'ai juste constaté parce que j'ai été dans différents pays. Des gens comme ça, quand quelque chose arrive, ça peut être un accident ou ils peuvent tomber malades ou autre chose. La mort de quelqu'un les déstabilise. Ils ne sont pas résilients. Ils n'arrivent pas à s'adapter et finissent mal. Ou ils finissent par aller en thérapie ou autre chose pendant longtemps. Ou il s'est passé quelque chose, ils se mettent à apprendre de la drogue ou autre chose parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Mais une fois que tu désapprends ça, une fois que tu essaies juste de... Te détacher. Oui, tu te détaches des choses, mais tu peux t'adapter à n'importe où ou à n'importe quoi. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne compétence. Surtout pour moi, comme je viens d'un pays où je me sens plus à l'aise qu'ici. Même après 15 ans ici, je ressens toujours que si je retourne là-bas, je me sens plus à l'aise. Je connais la culture, je comprends les gens, je connais la nourriture, je sais comment le système fonctionne, je sais comment tout fonctionne. Et j'ai moins de stress, comme le stress mental dans ma tête, que d'être ici. Parce qu'ici, je sens que je n'ai pas de famille et je me sens toujours attaqué, obligé de payer les factures. Je me dis, il peut se passer quelque chose, ou ceci, ou cela, et 10 millions d'autres choses. Je pense que cela m'a changé, ainsi que le business. Peut-être que c'est plus confortable pour moi d'aller travailler pour quelqu'un parce que si je possède ma propre entreprise, je dois payer un loyer, ce qui est bien plus cher que si je travaille pour quelqu'un ou bien plus que si je paye pour mon appartement. Et puis j'ai des responsabilités comme avoir des employés que je dois payer. Et je dois fournir du travail aux personnes qui travaillent pour moi et leur trouver du travail. Il m'est plus confortable de travailler en entreprise, moi, qu'avec un revenu stable pour construire ma réputation et y travailler. Mais une fois que je me suis lancé dans l'inconfort, dans cette cascade folle, et que je me suis réajusté et que j'ai appris à nager, j'ai moins peur avec les autres. Par exemple, je vais vers l'inconnu sans crainte, que ce soit rencontrer ou parler avec quelqu'un, même un milliardaire. Et je veux dire, je me sens à l'aise de parler avec eux parce que ça m'a changé en tant que personne et je pense que j'aborde les choses différemment. Et j'ai eu cette expérience en moi, ce que je pense être une bonne chose. Si les gens veulent entrer en contact avec toi, si les gens veulent vraiment aller à la boutique, où doivent-ils aller? Donc les réseaux sociaux, partout où tu veux les envoyer. La boutique se nomme First Class Tattoo.
C'est au 52 Canal Street à Manhattan. Ils peuvent nous suivre sur Instagram à First Class New York City ou consulter notre site web pour voir nos réalisations. Mon Instagram perso, Michael Anderson avec 2 S, vous verrez. Ma page est remplie de tatouages. Je mettrai tout dans les notes de l'émission aussi. Comme ça, les gens pourront simplement cliquer dessus. Ça marche? Alors, la dernière chose que j'aime toujours demander. Tu as déjà partagé pas mal de conseils et de sagesse. Mais disons que dans ta vie, tu ne peux transmettre qu'une seule leçon à tes enfants. C'est la leçon la plus importante. Quelle serait cette leçon et pourquoi? Je pense que la chose la plus importante, c'est de prendre soin de ta santé dès le plus jeune âge. Je pense que c'est probablement la plus grande leçon que je veux que les enfants ou tout le monde apprennent. Oui, et je pense qu'il faut enseigner ça aux enfants parce que l'école ou quoi que ce soit d'autre ne leur apprend pas ça. Mais je pense, ouais, que si tu veux que tes enfants vivent dans le monde, il est important de leur apprendre la finance, malheur, mais la santé reste le plus important. Une fois, si tu n'as pas la santé, ça devient le principal problème pour n'importe qui. C'est l'essentiel. Tu ne peux pas profiter de ta vie ni faire tout ce que tu aurais pu. Donc, je pense que faire attention à manger sainement, faire de l'exercice, prendre soin de soi, de sa santé mentale et tout ça, je pense que c'est, à mon avis, le conseil le plus important.